Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante, cette semaine. Cette semaine, grand plaisir de recevoir Nicolas Bérubé pour parler aujourd'hui d'investissement en bourse, d'épargne, de finances personnelles, de comment devenir millionnaire, parce qu'on sait tous que c'est le but de la vie, d'être riche et d'être millionnaire. Non, mais là, je fais des jokes, mais sans blague. Comment devenir riche? La richesse, qu'est-ce que Comment la richesse? devenir riche facilement, mais sans blague, tu sais, Nicolas il a écrit 2 livres. Le premier, c'est « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Puis son dernier, c'est « De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir ». De zéro à millionnaire, puis tu sais, le terme millionnaire ici ne veut pas nécessairement dire avoir les belles montres, la grande maison et les gros chars. Ça veut dire avoir une indépendance financière, ça veut dire avoir une liberté, ça veut dire avoir de l'argent qui travaille pour nous tout seul, ça veut dire ne pas être endetté, ça veut dire de la paix d'esprit, ça veut dire bien dormir, toutes ces choses-là en même temps. Puis il y a des moyens concrets et relativement faciles, accessibles d'y parvenir. Puis ça, c'est le concept de la bourse, de l'investissement, c'est de commencer le plus tôt possible, puis c'est d'en mettre régulièrement, puis d'être patient, puis un jour, on va récolter le fruit de ces investissements-là. Donc, il nous explique vraiment, quand même en détail, en fait, le processus, comment ça fonctionne la bourse. Puis si vous restez avec nous jusqu'à la fin, on vous le conseille, vraiment pratiquer le côté pratique de comment physiquement le faire, investir, comment s'ouvrir un compte en action, comment investir là-dedans. On parle de REER, de CELI. Un sujet peut-être pour certains qui peut paraître compliqué ou qui peut paraître moins sexy, mais au final, c'est vraiment pas compliqué. Puis c'est fucking sexy. C'est fucking sexy. Moi, ma blonde... Elle aime ça, elle dit parle-moi de tes CELI. Moi, quand j'ai dit que j'avais des REER, des CELI, là, c'est comme ça que je l'ai charmé. Là. Ouais, je sais que c'est vrai en plus. C'est vrai, là. Je sais que c'est vrai. Ça l'a complètement... Fait que c'est sexy, les REER. C'est sexy, les investissements en bourse. C'est un gros plus. Chose certaine, il y a plusieurs podcasts qu'on fait où est-ce que j'en ressors, comme là, on vient d'avoir la conversation. Là, puis là, il y a plein de choses qui me jouaient dans la tête pendant cette conversation-là. Puis maintenant encore, où est-ce que j'ai comme envie de prendre action là, sur ce qui a été dit, parce qu'il y a des concepts vraiment frappants qui sont dits durant le podcast, puis on espère qu'ils vont vous marquer autant qu'ils me marquent moi. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. L'épisode de cette semaine est présenté par la formation en ligne Vidéo Créateur Pro qui a été créée par Niri et Henri de la compagnie de production vidéo HXN. C'est quoi ça? En fait, c'est une formation gratuite de 45 minutes où est-ce que les gars vous donnent leurs 10 meilleures astuces pour la création de vidéos. Si vous êtes comme moi j'ai une compagnie qui s'appelle Upika, puis je porte absolument tous les chapeaux de la compagnie, dont celle de créateur de contenu, mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. J'ai aucune idée de comment tourner des beaux vidéos, de comment faire la promotion de mon produit, mais il faut que je l'apprenne parce que c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Okay? Là, eux autres, ils offrent une formation gratuite de 45 minutes où est-ce qu'ils vous expliquent tout ça, puis pourquoi on les écouterait, Don? Henri et Niri, c'est des pros. Là. Nous autres, on les connaît depuis longtemps. En fait, ils ont fait une vidéo pour nous, pour le Studio SF, une vidéo promotionnelle. Puis, ils sont vraiment sharp et ils ont vraiment le don de la vidéo. Ils connaissent ça. C'est des pros. Notre vidéo était top notch. Ils ont travaillé avec des grandes compagnies comme Sport Expert, comme la Croix-Rouge, comme Wattier. Ouais. Wattier, c'est ça. Puis c'est ça. Donc, c'est des professionnels du monde de la vidéo. Puis là, ils donnent enfin leurs trucs pour tout le monde, leurs 10 meilleures astuces dans cette vidéo-là. Donc, que vous soyez créateur de contenu, que vous ayez votre propre business, tout tourne autour de la vidéo en 2023. Il faut être capable de... Le contenu, c'est le roi. Le contenu est roi. Puis, si eux autres, dans le fond, leur mission, c'est de rendre le contenu professionnel accessible à tous, puis vous le savez, vous allez sauver énormément d'argent si vous-même, vous êtes capable de faire un contenu au look professionnel. Vous allez avoir plus d'informations pour ça. On va mettre le lien dans la description du podcast. Et honnêtement, c'est gratuit. 45 minutes, gratuit. 10 astuces. C'est débile. Allez voir ça si ça vous intéresse. Puis merci aux deux boys pour leur confiance. Oh yeah.
Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped. On a débattu avant d'enregistrer la publicité à savoir si Doom se coupait le poil de nez durant la publicité, mais on a jugé autrement à cause qu'on est quand même dans notre studio, qu'on loue à des gens. Fait qu'on espère de pas trop cochonner le studio. Mais ça ici, là, si vous avez des poils de nez comme Doom en ce moment, Moi, c'est l'instrument je ultime. suis dû, justement, j'étais là. Aujourd'hui, il faudrait qu'on parle du Weed Whacker parce que là, ça fait un bout que je l'ai passé. J'ai des petits poils de nez qui me sortent du nez. Ça m'agace. Ça me dérange. C'est mais plate. C'est plate. C'est pas. Puis ça, un petit coup dans le nez, bing bang, c'est réglé. Bing bong. Plus de poils de nez qui dépassent. C'est vraiment un produit vraiment formidable. La technologie Skin Safe qui évite de se faire mal, de se couper, quoi que ce soit. C'est vraiment une petite job clean et vraiment parfaite. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a du poil de nez qui dépasse, vous savez pas trop comment y expliquer que son poil de nez dépasse puis que ça vous énerve, achetez-y le Weed Whacker. Comme ça, il va s'en rendre compte par lui-même. Puis, il va faire une job extra clean. Et comme tous les produits chez Manscaped, c'est de la qualité et on le garantit parce qu'on utilise ces produits-là. Puis comme le gars avait commenté l'autre fois dans les messages, oui, c'est vrai, on parle de Manscaped parce qu'il nous paye pour parler de Manscaped. On n'en parlerait pas sinon, mais on utilise pour vrai. C'est vraiment des bons produits. Les produits. Et si vous voulez vous procurer le Weed Whacker 2.0 ou n'importe quel autre produit chez Manscaped, comme le Ultra Smooth Package, le Beard Hedger, le Lawnmower, tous des produits A+, que j'utilise honnêtement dans ma vie de tous les jours. Je l'ai assez dit, mais je leur dis encore. Utilisez le code promo sans filtre, en un mot, pour 20% de rabais, le shipping gratuit. Et ils vont savoir aussi que c'est nous qui vous envoie. Fait qu'utilisez notre code promo, ça nous aide, ça les aide, ça vous aide, ça aide tout le monde. On parle de poils de nez, mais poils d'oreille aussi. Si vous connaissez si vous avez un problème de poils d'oreille, le Weed Whacker aussi est là pour vous. Merci Manscaped. All right. Ça roule? Yes. Merci d'être là. Ben merci. Yes, on t'accueille dans nos studios. Ouais. Nos studios, c'est Henri. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'investissement, on parle de finance, on parle d'argent là, finalement avec toi. Tu as écrit 2 livres sur le sujet. Merci d'être là vraiment aujourd'hui. Merci. Je commence, je plonge directement dans le sujet. En fait, là, j'ai commencé, je l'ai pas encore terminé, mais j'ai commencé ton dernier livre, puis tu racontes un peu comment tu t'es intéressé à ce sujet-là, puis ça a été quoi tes premières expériences, puis je trouve que l'histoire est quand même vraiment bonne. Fait que je me demandais si ça te tentait un peu de nous faire un peu, justement, la genèse de tout ça. Là. Comment, dans ta vingtaine, tu as commencé à t'intéresser aux investissements, puis les premières erreurs que tu as faites, mettons, je trouve ça bien intéressant. Oh, oui. On va t'avoir présenté aussi en introduction, fait que... T'as pas avec ça, ouais, c'est ça. Pas avec ça. OK, c'est bon. Ben, en fait... écoute, tu l'as dit, c'est exactement ça. J'ai commencé avec une erreur, puis c'est vraiment universel. Je te dirais presque, là, les gens qui s'intéressent à la bourse, ils vont tous te le dire. Quand on s'intéresse au placement, tout ça, on finit par piler sur un savon, puis plus tôt que tard, d'habitude. Ouais. Puis moi, en fait, c'est que dans ma vingtaine, j'ai commencé à la presse à 25 ans, puis à 29, j'ai été nommé correspondant en Californie. Ouais. Puis correspondant en Californie, ça vient avec un plus gros salaire. Tu as un salaire de correspondant, donc c'est un peu plus haut que journaliste. Puis en plus de ça, j'avais une prime à la vie chère, parce que la vie en Californie est plus chère qu'à Montréal. Donc il y a comme un bureau de comptable qui dit ça coûte 19% plus cher, donc vous payez 19% plus, quelque chose de même. Donc là, j'ai dit, OK, j'approche de 30 ans, c'est pas vrai que je vais tout dépenser ça au restaurant, puis faire le nono. Puis je voulais faire quelque chose d'adulte, entre guillemets. Ouais. Tu disais qu'à Los Angeles, ça doit être facile de dépenser ça en cours de yoga, puis en latte, puis en ce que tu veux. Là. Exact. C'est pas les occasions qui manquent. Là, donc là, ben, je l'ai fait ça aussi, là, mais je voulais comme vraiment mettre de l'argent de côté. En fait, j'avais pas fait ça vraiment avant ça. Puis là, je me suis dit, la bourse. Donc, la bourse, qu'est-ce que c'est? Dans ma tête, c'est un gros casino. Il faut que tu mises sur la prochaine compagnie qui va être super hot, donc tout ça. Et moi, ben ça, c'était à l'époque, en fait, c'était quand j'ai commencé à placer, c'était vers 2008-2009 dans ce bout-là. S'il y en a qui se souviennent, c'était un gros crash après la bulle immobilière américaine. Ouais.
Donc, moi, ma grande théorie de génie, c'était que, en fait, c'est que la bourse, elle avait baissé énormément durant le crash. Ouais. Mais tout de suite après, elle a remonté presque en V, en fait. Elle a remonté vraiment vite, vraiment haut. Puis, tu sais, les gens que je lisais sur Internet, tout ça, les gens disaient... c'est un peu une feinte, c'est pas vraiment une remontée. Puis je voyais autour de moi, tu sais, les gens perdaient leur maison, les gens perdaient leur travail. Tu sais, c'était vraiment, j'écrivais là-dessus, tu sais, donc c'était comme, je comprenais pas ce que je voyais autour de moi, puis ce que la bourse faisait, ça faisait aucun sens. Donc je me suis dit, c'est sûr que c'est pas fini, tu sais. Donc, en fait, ce que j'ai acheté, c'est des options de vente, là. Bon, pour faire une histoire courte, c'est des produits financiers qui sont transigés à la bourse et qui prennent de la valeur quand la bourse chute. Donc, c'est l'inverse. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait. Je le dis dans mon livre, j'ai investi à peu près 10 000 $ là-dedans, ce qui était un gros montant, qui reste un gros montant, c'est pas rien. Et oui, je l'ai perdu en 3 mois à peu près. Donc là, ouch. Ouais. Donc là... C'est débile, juste comme... À 30 ans, là, quand même. Flusher 10 000 $, ouais. C'est vraiment ça, tu sais, juste comme, disparu, là. Tu sais, on le reverra plus jamais, c'est terminé. Je viens de gaspiller 10 000 $. Ça représentait-tu, c'était-tu, mettons, sans vouloir plonger dans ton compte, tes finances personnelles, mais ça représentait-tu comme une grosse partie de tes économies? Ou c'est une bonne partie, en fait. Ben, j'avais acheté un duplex avec un ami, puis on l'avait rénové, puis on l'avait vendu. Puis le profit que j'avais fait, c'était à peu près 10 000 $. OK. Donc, tout l'effort que j'ai mis dans ce building-là, puis le stress, puis les coups de téléphone, puis tout ça, c'est un peu parti de même. Ouais. Là, j'ai eu l'impression, tu sais, serpent à échelle, là. Tu venais de glisser sur un serpent. Un pas pire serpent, tu sais. C'était assez humiliant, tout ça. Donc, à ce moment-là, et puis là, j'ai de la misère à me l'expliquer encore aujourd'hui, mais tu sais, normalement, ce que j'aurais dû faire, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a un background en finance, je suis pas allé au HEC, je suis pas ce gars-là, tu sais. Ouais. Normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est claquer la porte et dire, moi, je touche pas à ça. C'est les petits poissons, on jamais de chance, c'est les gros poissons qui font de l'argent. Mais je sais pas encore d'où c'est venu, mais cette expérience-là m'a fait me plonger encore plus là-dedans. Je voulais comprendre comment ça, il y en a qui s'en sortent bien. Comme quelqu'un comme Warren Buffett, qu'on entend à gauche, à droite, un peu tout le temps, quand on lit là-dessus, on dit « Mais non, lui, il a 85 ans, 90 ans. » Puis lui, il n'a pas l'air d'avoir perdu... Fait que c'est quoi? Il doit avoir une façon pour quelqu'un qui a le bon tempérament, tout ça, tu sais. Donc, c'est ça là doit que pas être juste une question de chance si c'est tout le temps les mêmes qui font de l'argent. Si quelqu'un qui semble bon à ça fait constamment... Un peu comme le poker, là. Oui. Où est-ce que tu dis, OK, pourquoi c'est tout le temps, genre, la table des 8 finalistes, pourquoi il y en a tout le temps 4 que je connais? Tout le temps les mêmes 4, là, tu sais, qui sont là. Donc, eux, ils ont peut-être compris quelque chose que les 800 autres qui sont pas à cette table-là n'ont pas compris. Donc là, je me suis mis à tirer le fil et à lire une couple de livres là-dessus, des classiques, tout ça. Puis c'est là que j'ai compris, dans le fond, que c'est vraiment pas un casino. Puis c'est normal. Puis aujourd'hui, j'entends les gens, quand je parle de ce sujet-là, les gens vont dire « Ah, toi, tu joues à la bourse. » Puis à toutes les fois, c'est comme un tableau noir parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est ça l'affaire. Puis je comprends d'où vient la question, puis c'est normal. Je veux dire, notre société voit ça comme un gros casino. Puis si tu t'es pas trop intéressé à ça, tu vois ça de l'extérieur comme un gros casino, tu veux pas y toucher. T'sais. Mais quand tu t'intéresses, la bourse, ça existe depuis plus de 400 ans. Donc c'est pas comme... Ça fait pas comme 30 ans là, qu'on vient comme d'allumer. C'est pas la crypto, là. C'est pas la crypto, là. Donc il y a quelque chose d'assez universel. Il y a une bonne fiche de route. On peut comprendre les bons comportements, on peut comprendre les mauvais comportements. Donc, il y a de la matière. T'sais. C'est pour ça que des fois, je trouve la bourse attire les mauvaises personnes, à quelque part. Parce que les gens qui, entre guillemets, ne sont pas à l'argent, ont un avantage par rapport à ceux qui sont à l'argent. Parce que ceux qui sont à l'argent, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir ça comme un casino. Mais ceux qui ne sont pas à l'argent, des gens qui ne gagnent même pas tant d'argent que ça dans la vie, mais si tu prends une petite partie de ton argent puis tu l'investis de la bonne façon, on va en parler, mais tu as un avantage. Moi, dans mon premier livre, j'ai interviewé des gens qui ont étudié en théâtre, des gens qui sont des pigistes, des gens qui jamais qui pensent à l'argent, ce monde-là, mais justement, parce que tu ne penses pas à l'argent, tu as un avantage par rapport à la personne qui veut faire son show-off avec une belle voiture, puis qui veut être impressionné avec ses stock picks. Là, qui veut faire de l'argent rapidement, surtout. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant, ce concept-là, parce que puis on peut entrer dans quelles sont les bonnes pratiques.
de ce que tu viens de dire, que les gens qui sont pas à l'argent ont un avantage. Parce qu'au fond, de ce que j'en comprends, c'est un long game, l'investissement en bourse. Là. Ça se passe sur longtemps, puis il faut que ton tempérament soit une douce rivière qui coule tranquillement, là, j'imagine. Là. Pour être capable de résister au haut et au bas, de voir ton 10 000 $ disparaître pour revenir ensuite. C'est ça. Donc, c'est comment ça s'articule une bonne pratique de quelqu'un qui investit en bourse? Bien, comme Warren Buffett l'a dit justement, la bourse, c'est un mécanisme qui transfère les actifs des impatients aux patients. T'sais. Donc, si tu es vraiment... c'est ça, bon, c'est un peu ça le concept. Ouais. Donc, en fait, bon, pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est pas un casino. Quand je dis c'est pas un casino, c'est dans le sens que c'est pas l'idée d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Parce que souvent, c'est les gens, j'ai analysé telle affaire, là c'est le lithium qui va être bien hot l'année prochaine, puis telle petite compagnie. Mon ami est ingénieur minier, puis il m'a parlé d'une compagnie qui est en Afrique en ce moment. Puis là, personne ne la connaît, mais attends, elle est à 25 cents, mais elle va être à 82 cents dans 6 mois. Puis ça je ris parce que c'est l'anecdote, c'est la seule anecdote que j'ai par rapport à la bourse, par rapport à mes parents. C'est mon père qui avait déjà eu un genre de Q de même qui finalement ça fait rien donner pantoute. Là. Puis je pense qu'il n'a pas retouché à la bourse après ça. Là. Il a dû faire autre chose avec son argent, mais pas ça. Là. Ben, c'est souvent ça. Puis souvent, les gens, ils essayent ça marche pas, ils lâchent, puis bon. T'sais. Mais bref, dans le fond, la bonne approche, c'est de voir ça plutôt comme, au lieu d'aller chercher l'aiguille, il faut que tu achètes la botte de foin au complet. Donc, acheter la botte de foin. T'es sûr d'avoir l'aiguille. Là. Exact. T'es sûr, parce que c'est ça. Historiquement, les marchés ont été tirés vers le haut par à peu près 4% des compagnies cotées à la bourse. Les Google, Apple. Les Google, Apple, Amazon de ce monde. OK, donc, si tu n'as pas ces 4%-là dans ton portefeuille, là, tu ne fais pas d'argent. OK? Donc, c'est très, très difficile de passer à côté. Puis les 4% ne sont pas toujours évidentes. Parce que là, si je demande aujourd'hui aux gens, bon, c'est ça, c'est quoi les 4%? Bien là, tout le monde peut les nommer. Mais il y a 20 ans, personne n'aurait, par exemple, nommé Apple. Tu sais, Apple, il faisait des ordinateurs pour les graphistes qui étaient 2 fois plus chers que les autres ordinateurs. Donc, c'était pas... Les gens, ils n'allument pas. Non, mais tu le fais dans ton livre, là, on voit justement le top 20 de 20 ans puis le top 20 d'aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a une compagnie qui était là 20 ans qui est encore là aujourd'hui. Donc, ça change vraiment rapidement. Là. Exact. Puis la compagnie, c'est Microsoft. Puis pendant 15 ans, Microsoft n'a absolument rien fait. Comme l'action, elle n'a pas bougé en 15 ans à cause de la grosse bulle techno au début des années 2000. Donc, pendant 15 ans, tu sais, aujourd'hui, on est là, ben oui, c'est sûr, si tu avais acheté Microsoft il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, tu serais riche. Oui, mais pendant 15 ans, tu aurais stressé, puis tu aurais dit, voyons, pourquoi j'ai ça, ça vaut rien. Tu sais, donc, moi, ce que je trouve intéressant avec la bourse, c'est que ça vient vraiment... L'esprit humain est pas fait pour investir. L'esprit humain, c'est quasiment le contraire. C'est vraiment comme la gravité va nous attirer au plafond. C'est comme, vraiment, il faut se retirer, tu sais, tous nos réflexes, puis notre gut feeling, ça nous amène pas dans la bonne direction. Ouais. Donc, moi, c'est la partie que je trouve intéressante. Mais bref, pour revenir à ça, c'est, dans le fond, acheter la botte de foin au complet. Et puis ça, ben il y a des produits qui existent depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, un peu moins au Canada, mais qui s'appellent des fonds négociés en bourse, FNB. Puis ça, ces fonds-là, dans le fond, c'est ça. C'est la botte de foin au complet. C'est le marché au complet que tu achètes quand tu achètes un seul fonds. Là, historiquement, les gens n'ont pas fait ça. Les gens ont fait, comme on parle tantôt, du stock picking. Tu sais, moi, j'achète GE, j'achète je sais pas quoi. Il y a quelques années, c'était le cannabis. Ça n'arrête pas. Il y a toujours une mode. Il y a toujours quelque chose qui est bien hot. Pendant la pandémie, c'était Zoom, Peloton, plein de compagnies comme ça. Donc, il y a toujours une mode, il y a toujours ça. Mais cette technique-là permet un peu d'ignorer les modes, d'ignorer, dans le fond. Puis quand tu achètes le marché au complet, tu t'en fous de savoir c'est qui le prochain gros... Tu sais, comme Tesla, tu l'as. Mais tu n'avais pas à le prévoir, il est dans ton fonds. Donc, c'est ça un peu ça l'affaire, parce que les prévisions de bourse, c'est n'importe quoi. C'est pire que l'astrologie, OK? Quand tu t'intéresses à ça... Pire que l'astrologie! Ouais, je pèse mes mots. T'es mieux d'investir dans Mercure que... Ah ouais, mais tu sais, on a toute une histoire de la personne qui dit « Ah oui, mais moi, mon chum, il a investi dans le cannabis, il a fait 15 000 $, nanana. » Exact. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ben, en fait, c'est de l'anecdote, OK? Puis c'est probablement vrai. Sauf que, tu sais, sur les terrains de golf, tu sais, les bons coups
que les gens se disent, c'est la pointe du iceberg. Tout le reste en dessous, les mauvais coups, ils ne se rendent pas sur les terrains de golf, parce que c'est pas le fun. Une fois que tu étais pogné dans le sable, tu t'en vends pas trop. Là. Ouais. Exact. Donc, oui, il va toujours avoir quelque chose. Gros de même. C'est ça. Une mini truite. Là. C'est pas la photo que tu mets sur Facebook. Non, c'est ça. C'est ça. Puis il y a toujours... Puis le gars qui part son 10 000 $, il est tellement honteux d'avoir perdu son 10 000 $ en investissant dans quelque chose qu'il pensait que lui, tu ne l'entends pas parler de ça. C'est ça. Tu n'entends pas parler de son exemple de comme, hey, moi j'ai un ami qui a perdu 30 000 $ même dans une mine au Japon. Non, les gens, souvent, soit ils calculent pas, ou soit ils en parlent pas, ou tu sais, bon. Donc oui, il y a toujours des actions qui vont super bien faire dans le court terme et tout. Mais tu sais, faut pas vraiment s'arrêter à ça, parce que dans le fond, quand tu connais les statistiques, quand tu connais les probabilités, tu fais oui, il y en a toujours un petit peu, mais c'est pas comme ça qu'on bâtit une richesse à long terme. Sur le long terme, justement, le rendement de ces fonds-là, ils se calculent combien annuellement, mettons, parce que j'imagine que ça varie, puis des fois tu dois être en déficit, comme après la COVID, j'imagine que du monde que ces fonds-là ont perdu beaucoup de valeur. Là. Exact. Mais sur le long terme, ça ressemble à quoi? La bourse canadienne, quand on parle de la bourse canadienne, c'est que les 250 plus grandes compagnies au Canada qui sont cotées en bourse, qui s'appelle l'indice, c'est le S&P TSX. Donc ça fait la moyenne de ces compagnies-là. Sur le long terme, depuis 50 ans, qu'on a des bonnes données à peu près depuis 50 ans, au Canada, c'est autour de 9 % par année en moyenne. Mais il n'y a jamais une année qui fait 9. C'est tout le temps 25. Après ça, moins 8. Après ça, plus 12. Après ça, moins 33. C'est très, très rare. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une vision super long terme. Exact. Parce que le moins 33... il fait mal. Si tu regardes ton compte... c'est ça. Même quand tu as un fonds où tu as des centaines de compagnies là-dedans, ça fluctue autant que ça? Oui. Ça, c'est quand ton fonds, là, c'est pour la bourse. Parce que dans le fond, l'investissement, les actifs financiers, il y a au moins deux catégories d'investissement que les gens devraient, deux catégories d'actifs que les gens devraient avoir. C'est les actions. Là, donc, ça, c'est 9 % au Canada. Aux États-Unis, c'est un peu plus, c'est peut-être 11 % à peu près, depuis une cinquantaine d'années. Mettons, pour les gens qui sont complètement néophytes, une action, dans le fond, c'est que tu achètes une petite partie d'une compagnie, finalement. Exact. Donc, Apple, dans le fond, a des millions d'actions. Puis toi, quand tu achètes le fonds dont je parle, le FNB, tu as une petite partie des 250 plus grandes compagnies au Canada ou une petite partie des 500 plus grandes compagnies aux États-Unis, qui est le S&P 500. Donc, avec un seul achat, un seul fonds, tu es extrêmement diversifié parce qu'il y a plein de domaines là-dedans, technologie, produits de consommation, shampoing, voitures, tout ce que tu veux. Donc, vraiment, tu as vraiment comme une grande diversification. Ce que tu n'as pas quand tu achètes une compagnie. Parce que tu achètes une compagnie, la compagnie va mal, t'es pris avec, là, mais bon. Alors, donc, ça, c'est une partie d'actifs. Ça, c'est les montagnes russes. La bourse, c'est les montagnes russes parce qu'une année, ça peut faire plus 30, moins 30, tout ça. Très peu de gens sont capables d'avoir tous leurs actifs là-dedans. Il y en a qui sont capables, mais c'est très, très difficile psychologiquement, surtout quand un 2020 arrive, puis là, ça perd 33 % en un mois. On avait reçu Jean-Martin Hossan sortant de la pandémie, puis lui nous avait dit le meilleur investissement durant la dernière année, c'est d'avoir de l'argent en dessous de son oreiller. Là. Aussi. Dans le sens où après la pandémie, ça a tellement crashé que comme si tu as de l'argent, c'est paniquant. Là. Versus si tu dors dessus, au moins tout ça qui est là. Tu sais qui est là, sauf que si les gens ne se rappellent pas, c'est que 2020, qui est l'année du gros crash pandémie, c'est une année qui a terminé en hausse. Donc, si tu es tombé dans le coma le 1er janvier 2020, tu t'es réveillé le 1er janvier 2021, il n'y a rien qui s'est passé. Là, tu as regardé, je suis en hausse de 8 ou 9 %. Bonne année. Il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'as rien vu aller. C'est parce que le monde a paniqué. OK, parce que dans le fond, la bourse, si tu ne vends pas, tu ne réalises aucune perte. C'est juste un chiffre. Là, ouais, c'est ça. C'est abstrait jusqu'à temps que tu t'achètes ou tu vendes. Là, sinon, exact. Donc, des fois, j'entends moi, mes parents ont tout perdu dans le crash de 2008. Oh, mais le crash de 2008, ils ont tout perdu parce qu'ils ont vendu. C'est parce que c'était temporaire. Ça remonte. La bourse a fait x2, x3 depuis 2008. Toi, si tu n'as rien fait, c'est pour ça que les personnes qui s'y intéressent le moins, comme j'expliquais tantôt, ont un avantage par rapport à la personne qui se lève le matin puis qui ouvre son téléphone puis qui check voir si ça a-tu monté, ça a-tu baissé, tout ça. Donc, déjà là, tu es plus dans le comportement du day trading puis tout ça. Plus tu t'éloignes de ça, plus à long terme, tu as un avantage. Donc, dans le fond, les fonds,
pour un peu tempérer justement le plus 30, moins 30 et tout, il y a une autre catégorie d'actifs qui s'appelle les obligations. Puis les obligations, dans le fond, c'est juste prêter de l'argent à un gouvernement ou une entreprise qui te remet ton argent avec de l'intérêt. Donc, c'est comme j'expliquais dans une chronique, si ça a l'air plate, oui, c'est plate. Donc, c'est vraiment la partie plate. Ça, c'est la partie blé entier de ton portefeuille. L'autre, c'est la partie plus le fun. Ouais. Mais si la partie blé entier te permet de rester sain d'esprit dans une chute boursière, si le marché chute, mettons, de 30, mais toi, à cause de tes obligations, qui baissent moins, en fait, les obligations baissent beaucoup moins, ils montent moins, mais ils baissent moins. Donc, ça peut t'aider dans une année comme de COVID. Toi, tu as peut-être baissé de 12 alors que le marché a baissé de 30. Donc là, tu te dis, OK, c'est pas pire, je suis capable de bien dormir quand même. Puis il y a un vieux dicton qui dit, on achète des actions pour bien manger, on achète des obligations pour bien dormir. C'est un peu l'explication de c'est quoi ces produits-là. Et aujourd'hui, il y a des fonds négociés en bourse qui possèdent ces deux catégories-là dans le même fonds. Donc, c'est vraiment un tout en un. Tu as juste besoin d'acheter un fonds. Tu t'achètes une affaire. Puis, tu as ta partie. En le fond, le fonds se décline en différentes variantes. Tu as 80-20, disons 80% actions, 20% obligations. Ensuite, tu as 60-40. Donc, plus tu as d'obligations, moins tu vas avoir de rendement, mais plus tu es quelqu'un au tempérament nerveux, tu es mieux d'y aller. Plus tu prends avec des obligations. C'est ça. Ouais. Puis à la fin, je pense qu'il y a 60% obligations, 40% actions, mais ça, je ne recommande pas ça à une personne qui est, tu sais, mettons, si tu es retraité ou quoi que ce soit, c'est bon. Parce qu'il y a aussi, à travers tout ça, tu sais, on parle du risque, mais il y a un risque dont on ne parle jamais, c'est le risque de manquer d'argent dans la vie. Tu sais. Ouais. Parce que les gens, le risque, tout ça, le marché fluctue. Oui, mais... Mais si tu organises une affaire pour qu'il y ait 10% de ta paye qui s'en aille à chaque fois dans ton fonds, puis qu'en année, tu as besoin de ce 10%-là, t'es fait. Il faut que tu le sortes. Mais tu sais, mettons que tu as besoin d'argent. Là, oui, bon. T'sais. Oui, tu as besoin d'argent, mais c'est sûr que là, bon, tu peux, dans le fond, tu peux faire un choix. Est-ce que je vends mes actions? Est-ce que je vends mes obligations? Avec un peu de chance, tu vas avoir mis ta paye assez d'années que l'argent que tu as besoin, comme pour t'acheter un nouveau frigo ou n'importe quoi, ça va être un petit pourcentage de tes actifs. Puis ça, ben, on peut en parler, mais ça te donne un super pouvoir, tu sais, parce que ce qui arrive dans notre société, c'est que les gens, ils dépensent en premier puis ils épargnent ensuite, tu sais. Puis c'est là que les intérêts embarquent, tu sais. Donc, si tu es capable de faire l'inverse, d'épargner en premier puis de dépenser ensuite, tu vas toujours être avantagé par rapport à la personne qui ne fait pas ça. Puis, ben ça, en tout cas, je ne vais pas faire un monologue, mais c'est mon premier livre, en fait. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Tu peux faire un monologue. Ouais, c'est pas mal ça l'idée. Là. On va poser des questions s'il y en a qui nous arrivent. mais c'est ça, c'est que en fait, faire un peu une tangente vers un peu le style de vie, c'est que pour mon premier livre, j'ai interviewé des 12 millionnaires québécois et canadiens et un milliardaire sur leurs finances, puis comment ils ont pris, comment ils ont abordé les choses, puis qu'est-ce qu'ils ont fait différemment de monsieur et madame tout le monde. Juste, je fais des petites parenthèses. Là. Ouais. Qu'est-ce qui détermine qu'une personne est millionnaire? Comment qu'on le calcule? Bien, il y a deux façons. C'est la piscine de Picsou, dans le fond. Il y a juste du monde qui a une piscine hors terre remplie de billets pour faire le crowd. Mais en fait, bonne question, c'est que en fait, c'est les actifs, les actifs moins le passif. Donc, c'est ce que tu possèdes moins tes dettes. Donc, si tu as une maison qui vaut 500 000, mais tu as une hypothèque de 400 000 dessus, ben, ta valeur nette, c'est 100 000. Il y en a dans la valeur nette qui inclut l'actif, la maison principale. Il y en a qui ne l'incluent pas. Bon, pour faire plus simple, on l'inclut. Donc, moi, dans mon livre, j'ai inclus la valeur de la maison principale, la résidence principale, mais c'est dans tous les cas, c'était une petite partie de leur valeur nette des gens. Et donc, c'est ça, je me suis intéressé en fait à ça après avoir lu un livre américain qui s'appelle The Millionaire Next Door, qui a été publié dans les années 90. Puis, c'est des chercheurs universitaires aux États-Unis qui ont voulu faire une espèce de portrait des millionnaires américains. Et puis, quand ils ont commencé leur recherche, ils sont allés dans les gros quartiers avec les grosses maisons, puis tout ça, puis ils se sont rendus compte, ils ont fait remplir des questionnaires aux gens, puis ils se sont rendus compte que souvent, les gens qui sont là ont souvent des gros revenus, mais des grosses dettes, des grosses dépenses. Puis il n'en reste pas vraiment entre les deux. Puis au final, quand tu fais la colonne du vert puis la colonne du rouge, il n'est pas en haut d'1 million. Là. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement millionnaires. Même si la maison, elle vaut
1 million et Ouais, plus. c'est ça. Parce que si tu as une grosse hypothèque, ben, tu l'as pas l'argent. Là, Ouais, c'est la banque qui... C'est pas réellement ta maison au Exact. complet. Là, C'est ça. Et ils se sont rendus compte, en faisant leurs études, que beaucoup de gens qui habitaient dans des quartiers qui ne sont même pas des quartiers cossus étaient millionnaires. Donc, il y a vraiment des gens, tu sais, la classe moyenne élevée. C'est là que tu vas aller trouver le noyau. Parce que oui, il y en a des riches qui habitent dans les quartiers riches, c'est pas ça que j'essaie de dire, mais tu vas aller chercher vraiment les gens, tu sais, qui ont plus d'1 million en actifs. La majorité, ils sont dans les quartiers de la classe moyenne élevée. Ils ont des trains de vie qui ne sont pas vraiment différents de leurs voisins, ou ils ont une voiture ou deux, il y a une piscine dans le cours, ils vont dans le sud l'hiver, ils ont comme une vie qu'on pourrait calculer de classe moyenne élevée, sauf qu'au lieu d'être ensevelis de dettes, ils ont 1,2, 1,6, 2 millions à 45 ans, 50 ans, tu sais. Puis la maison est payée. Donc là, moi, je voulais savoir comment ces gens-là pensent. Qu'est-ce qui ont fait que des gens qui sont partis à peu près au même niveau sur les bancs d'école ont évolué de façon tellement différente, tu sais. Puis, dans le fond, tu sais, ce que ces gens-là ont fait, puis je trouve ça intéressant de vous parler, puis de parler aux gens qui écoutent le podcast, c'est que tout commence à la vingtaine, tu sais. Parce qu'on a l'impression que la vingtaine, ben là, je fais pas vraiment beaucoup d'argent, je vais faire de l'argent peut-être dans 10-15 ans, si tout va bien. Pourquoi je me soucierais de ça? Tu sais, c'est pas vraiment, tu sais, mais quand tu es jeune, tu as du temps. Puis comme on le disait avec les placements financiers, c'est avec le temps, tu sais, que si tes placements font 9% par année, ou peut-être un petit peu moins parce que tu ne mets pas tout en action, là, c'est vraiment à chaque fois que tu fais que tes placements doubles, puis triples, puis quadruples, ben c'est sur le long terme que ça se fait. Donc, la personne de 20 ans qui met l'équivalent d'un paiement de voiture, mettons. Tu sais, je parle de mettre de l'argent de côté. Les gens, je peux pas. Puis 2 secondes après, ils sont rendus au concessionnaire, puis ils viennent de s'acheter une voiture neuve. Là, tu fais comme, attends, quoi? Mais l'équivalent, ça, c'est comme socialement accepté d'aller au concessionnaire d'acheter une voiture neuve. Alors que quand on y pense 2 secondes, c'est des gens qui dépensent presque leur salaire annuel dans une voiture. C'est fou. Donc, c'est capoté, là. Moi, juste une mini parenthèse sur ce dossier-là, parce qu'en préparation pour le podcast, j'ai écouté ton passage sur quelques podcasts, notamment Liberté 45, je pense. Ouais. Ça s'appelait le podcast que tu es allé. Puis, je réfléchissais à comme, genre, il est où le lousse, dans le fond, dans ma vie? Tu sais, il est où le lousse? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui se pose la même question, là, surtout ces jours-ci où est-ce que tout coûte vraiment cher. Là. Je me disais, il est où le lousse? Puis finalement, ma location de voiture, elle termine à la fin de ce mois-ci. Puis là, je rachète ma voiture au résiduel parce que c'est le meilleur deal que je peux avoir pour un char à ce moment-ci. Là. Je l'avais commencé, dans le fond, avant la pandémie. Bref, je l'avais eu vraiment un bon deal. Puis là, c'est le meilleur deal que je peux faire. Mais là, je me suis dit, le 200 piastres par 2 semaines, le 220 piastres par 2 semaines qui va dans mon char, fait que le 440 piastres par mois, je vais continuer à le payer, mais je vais l'investir à place. Tu sais, je vais continuer à le faire sortir parce que je l'ai budgété dans mon affaire, mais je vais le placer à place. Je vais continuer parce que là, j'ai mon train de vie qui est capable de fonctionner avec ce paiement-là qui passe. Là, j'aurais plus ce paiement-là, mais je vais le mettre là à place. C'est tellement de l'argent, dans le fond, quand tu penses à ça. Ben, c'est ça. Puis exactement. Donc, tu sais, il y a des... Puis où trouver la place? Ben, ça ramène à, quand tu es jeune, OK, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, quand ils ont leur premier vrai travail après les études, mettons, là, ils vont commencer à faire un salaire pas pire ou pas pire par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont dire, OK, là, moi, j'ai des colocs, mais là, je peux me permettre, je pars tout seul. Ou bien je m'achète un condo. OK, bon, je vais-tu traîner mes vieux meubles dans mon nouveau condo? Je vais racheter un nouveau meuble. Ben non, on va acheter un nouveau meuble, ça va avoir l'air fou, j'ai mes vieux meubles. OK, nouveau meuble, bon. Là, ma voiture, c'est une 2012. 2012, c'est pas super. OK, nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu fais? C'est la relâche, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. On va dans le sud. Oui, OK. Donc, finalement, tu finis que ton train de vie augmente, mais tu es aussi serré que quand tu faisais un plus petit salaire. Puis ça, newsflash, là, c'est même toute la vie, là. Ben, c'est ça, l'affaire. Après ça, c'est les enfants. Après ça, c'est... Donc, si tu es serré, tu vas toujours être serré, même si tu fais un salaire qui, objectivement, est 2, 3, 4 fois plus. Donc, si, au début de la vingtaine, puis tu sais, ce que je dis là, peut-être les gens qui vont l'écouter vont dire, regarde, moi, je m'en fous, puis c'est pas ça que je veux vivre, puis YOLO, puis tout ça. Fine, OK, ça me changerait ma vie. Mais il y a un pourcentage. Puis moi, j'aurais été susceptible
d'adhérer à ça, dans le fond, parce que j'étais pas vraiment matérialiste, puis je courais pas après les belles choses, tout ça. Mais des gens comme moi, tu sais, moi, j'ai jamais entendu ce discours-là quand j'avais 20 ans. Personne ne m'a jamais dit ça. Donc, c'est pour ça, en fait, que moi, j'en fais, c'est les gens à qui je m'adresse un peu, ces gens-là, tu sais, qui vont comme, tu sais, qui ont fait des études, qui vont comme bien gagner leur vie, tout ça, puis qui n'ont pas vraiment de plan déterminé avec l'argent, tout ça. Mais il y a un avantage à rouler en Toyota 2013, là, par rapport à avoir un auto de l'année, tu sais. Mm-hmm. Puis cet avantage-là, comme tu le dis, c'est d'aller chercher un 400, 500$ par mois, OK? Mm-hmm. Puis là, au lieu de le mettre en voiture, tu le mets justement dans tes placements. Mais si tu commences ça à 20 ans, tu es millionnaire dans la cinquantaine, là. Mm-hmm. OK? Donc, puis là, les gens vont dire, OK, 50 ans, dans 30 ans, tout ça, oui. Sauf que partout, chaque année en cours de route, les avantages d'épargner, ils ne sont pas juste dans 30 ans, ils sont dans 1 an, dans 2 ans. Parce que justement, quand tu as un imprévu, comme tu mentionnais, tu as un imprévu, il faut acheter un frigo, tout ça, bang, tu l'as. OK? Donc là, tu règles ça en 1 seconde, alors que la personne à côté qui ne fait pas ça, elle va prendre un plan de financement. Elle va se financer son frigo, four, elle va le payer 2 fois le prix sur un an parce qu'elle n'a pas prévu. Donc, c'est l'avantage, en fait, il ne faut pas vraiment penser à la retraite. Moi, je n'ai jamais vu ça comme ça. J'ai toujours pensé à travailler justement pour moi-même, tu sais, puis avoir, peu importe que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un fonctionnaire ou travailler pour un salarié, si tu te mets à l'argent de côté, puis c'est ça que les millionnaires à qui j'ai parlé me disaient, ils disent, ça fait baisser le stress, parce qu'il arrive quelque chose comme l'inflation, puis là, il n'y en a pas de problème, tu sais, si tu as besoin d'aller chercher de l'argent, tu y vas, puis ça va représenter, avec un peu de chance, une petite partie de tes actifs, puis plein d'affaires qui t'arrivent en courant de la vie, tu as besoin d'une auto. OK, il y en a plein d'autos sur Marketplace ou les packs, quoi que ce soit, à 10, 12 000, 15 000 $. Mais les gens n'ont pas 15 000 $. Bien, des gens de mon âge, là, moi j'ai 46 ans, OK, ça fait 21 ans que je travaille pour la presse. Ça fait 21 ans que je gagne, entre guillemets, bien ma vie par les standards. Là. Ouais. Puis il y a des gens qui ont un même parcours que moi, mais ils n'ont pas 10 000 $. Mais moi, mais faites quoi avec votre argent? Je veux dire, c'est pas que vous ne l'avez pas gagné, vous l'avez gagné, cet argent-là. Quand tu calcules ton salaire... Il vous a été donné. Là. Il a été donné. Tu as fait probablement plus d'1 million dans tes mains. Bon, l'impôt en a pris une partie, mais cet argent-là, tu l'as remis aux autres. OK, mais ça, c'est un choix de le remettre aux autres. Puis dans le fond, ça revient un peu à la définition de la richesse. Tu sais, la richesse, on a toujours l'impression que c'est extérieur à nous. Tu sais, genre, moi, je suis graphiste, je suis pas médecin spécialiste, donc la richesse, ça me parle pas. C'est inatteignable. C'est inatteignable. Ou bien, moi, la richesse, c'est si je travaillais chez le concurrent, puis là, j'avais 15% de plus de salaire, là, je serais riche. Mais dans le fond, la richesse, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment de l'intérieur. C'est toi, en fait, qui décide de commencer à bâtir ta richesse. C'est que tu sois au salaire minimum, puis, bon, je ne vais pas faire l'autruche, là, que c'est sûr que mieux tu gagnes ta vie, plus que tu as une marge de manœuvre, tu sais. C'est sûr que si tu es en mode survie, tu es en mode survie, mais il y a beaucoup de gens qui sont justement pas en mode survie, tu sais, qui ont du lousse, qui ont un paiement de char, qui ont des choses comme ça, puis avec les connaissances, ben, tu le mets en application, tu sais, set and forget, là, tu l'oublies, là. C'est là que ça fait des tu sais, moi, les gens que j'ai parlé, il y en a qui ont payé tu sais, au lieu d'acheter leur maison à 22 ans, ben, ils l'ont acheté plus tard dans la vie, mais là, il y avait un méchant down payment, là, une méchante mise de fonds pour faire ça. Ou leur voiture, ils ont acheté une voiture neuve à 12 000 13 000 $, puis c'est fini, ils n'ont plus de paiement, plus rien. C'est ça, parce qu'à chaque fois que tu as une dépense à faire, si tu as le cash pour la faire, tu ne payes pas d'intérêt dessus. Dans le fond, puis ça, c'est énorme. Ben, c'est énorme. Puis il y en a, tu sais, une personne sur 3 avec des cartes de crédit traîne une balance de mois en mois. Ouais. Je l'ai déjà fait. Je veux dire, je le parle dans mon livre, je parle de mes erreurs. Puis, même Warren Buffett, il en a fait des erreurs. Dans sa vingtaine, il a perdu un tiers ou 20%, je pense, de ses revenus dans un mauvais placement, tout ça. Donc, tout le monde se touche au poil, se rend compte que c'est chaud, mais c'est ce que tu fais après, dans le fond. Et, moi, un peu, mon message, c'est que on gagne très bien notre vie, dans le sens, nous, la société en général. Si tu regardes un graphique de comment les gens gagnent leur vie, au niveau de l'histoire du Québec, la meilleure année, là, c'est 2023. Là. C'est pas 2060, c'est pas 1960. Là, sortez-vous ça de la tête. Là. C'est maintenant. Donc, le revenu est là. Le taux de chômage, il est à peu près à un plus bas qu'il n'a jamais été. Donc, pourquoi les gens sont si pris à la gorge? Mais c'est parce que nos vies sont tellement
opulente et remplie d'expériences, de voyages, de restos, puis encore là, pas tout le monde. Je sais qu'il y a des gens en mode survie, des gens qui ont des dettes d'études, des choses comme ça. Mais quand une personne y met son attention, puis tu sais, ça dépend aussi comment tu vois ta dette. Si tu vois ça comme une espèce de, je sais pas, le monstre dans le placard la porte est fermée, tu veux pas le regarder, là, puis tu fais comme, OK, je sais que c'est là, mais... Bon, ben c'est ça. Là, ça va... Dans le fond, c'est comme si tu te votais une baisse de salaire, dans le fond, si tu règles pas ce problème-là. Fait que ça, c'est une bonne façon de voir la chose aussi. Ce que tu viens de dire là, c'est frappant quand même comme image, là, de si tu gères pas ta dette, tu te votes à toi-même un salaire moins élevé parce qu'il y a une partie de ton salaire qui s'en va dans payer ça. Si tu priorises pas, là... Tout à fait. Puis même affaire avec une voiture neuve, un pick-up neuf, ce genre de choses-là, tu te votes une baisse de salaire. Puis quand tu trouves que ton salaire n'est pas assez élevé à job, mais toi-même, tu te le diminues. Tu te le diminues volontairement. C'est intéressant comme vision, ça. Puis aussi, tu sais, ça remonte aussi à l'investissement. C'est parce que tu comprends que l'argent, c'est pas juste des points. Tu sais, moi, pendant longtemps, pour moi, l'argent, c'était comme des points. C'est comme, je veux m'acheter une paire de skis, ça coûte 800 points. J'ai 800 points dans mon compte, je donne. Mais l'argent, c'est pas des points. L'argent, c'est des travailleurs. Ça peut travailler pour toi. T'sais, moi, j'ai de l'argent qui travaille pour moi aujourd'hui que j'ai gagné en 2001, qui travaille encore pour moi pendant qu'on se parle là. Donc, c'est ça un peu l'idée. C'est qu'une fois que tu as compris ça, c'est un pouvoir, cet argent-là. C'est un pouvoir qui peut prendre la forme d'un objet que tu peux acheter maintenant ou dans le futur, mais c'est un pouvoir qui peut prendre la forme d'une année sabbatique, qui peut prendre la forme d'une retraite plus tôt. Des gens qui, tu sais, combien il y en a des gens qui sont à 5 ans ou 10 ans de la retraite, sont plus capables, ils regardent le calendrier. Ah non, j'ai ma prison dorée, j'ai des menottes dorées, blablabla. Il y a personne qui t'a mis ces menottes-là. Imagine la personne qui a 600 000, 1 million de placés. Cette personne-là, elle peut travailler à temps partiel, elle peut se réorienter, travailler dans une job moins payante, mais c'est pas vraiment grave parce qu'elle a des actifs. Donc, quand tu le vois comme ça, c'est pas juste du bling-bling Louis Vuitton que tu peux aller te chercher avec cet argent-là. Donc, c'est vraiment une liberté. Donc, moi, c'est ça, le fait de le voir comme ça. Puis ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, et tu regardes tes placements, puis tu fais « Aïe, mes placements gagnent plus d'argent que moi. » C'est comme si vous étiez deux à travailler, là. OK? Donc, ça c'est à la portée de plus de monde qu'on pense, tu sais. De faire ces placements-là. Puis encore là, ça fait baisser le stress. Ça fait qu'il arrive une récession, qu'il arrive une perte d'emploi. Tu sais, tu peux te retourner de bord, puis t'es moins stressé. Donc, c'est un peu ça, moi, que j'ai découvert, entre guillemets, avec mes recherches, mes entrevues, les livres que j'ai écrits. Ça tourne un peu autour de ça, tu sais. Puis oui, est-ce qu'il faut sacrifier des choses? Est-ce qu'il faut, entre guillemets, se priver? Mais tout dépend de comment tu vois ça, tu sais. C'est sûr que la personne qui a pris l'habitude d'aller au restaurant tous les soirs, qui est rendue à mon âge, ben là, wow, attends, là, je vais me priver, tout ça, bon. Mais c'est pour ça que si tu commences jeune à 20 ans, tes habitudes ne sont pas encore formées tant que ça. Tu peux faire un choix de la voiture que tu veux, tu peux faire un choix de genre de voyage que tu veux. Les restos, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine. Tout peut changer. Donc, la personne qui comprend ça, elle peut faire un choix un peu différent de la masse, entre guillemets, mais le résultat va être vachement différent de ce que tout le monde a. Parce que tu vas lire, tout le monde est stressé, tout le monde est pris à la gorge, tout le monde est... Mais toi, tu ne seras pas ça. Donc, tu ne seras pas pris là. Tu ne seras pas pris là, tu ne seras pas pris dans la trappe de sable à stresser pour des choses qui devraient objectivement pas être stressantes. Les gens qui gagnent bien leur vie, ils devraient être capables de mettre 10, 15, 20% de... Tu sais, moi, comment je vois ça, c'est... donc, sur les 5 jours dans une semaine, il y en a 4 que je travaille pour mes besoins actuels, puis la 5e, je m'enrichis. Donc, juste en faisant ça, ben c'est 20%. Tu prends 20% de ton salaire pour exact. Ouais. Puis la façon dont je le vois, si je dis aux gens, mets 20% de ta paye de côté, quoi? T'es-tu fou? Voyons donc. Mais OK, mais je te dis, regarde, il y a 4 jours dans la semaine que tu travailles pour toi maintenant, puis le 5e, tu t'enrichis avec cette journée-là. Ah, ben c'est comme logique, tu sais, bon. Puis notre société est un peu extrême sans s'en rendre compte, parce que dans le fond, si tout le monde est extrême, personne n'est extrême, tu sais. Donc, dans le fond, c'est juste de se dire, attends, là,
je dépense 100% de ma paye. Là. C'est vraiment extrême. T'sais, historiquement, c'est du jamais vu là, qu'on fait ça. Là. Les humains, là, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ça leur serait jamais venu à l'idée de dépenser 100%. Dépenser 100% de mais maintenant, c'est la norme. Mais je pense que c'est entre 3 et 5% l'argent que les gens mettent de côté. Ouais. Mais donc, puis si tu le mets, si tu fais monter l'aiguille un peu, au lieu du 3%, tu le mets à 10, à 15, à 20, là, tu as vraiment un avantage. Puis il y a des gens, il y a le mouvement FIRE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Financial Independence Retire Early, donc FIRE, l'acronyme. Et ça, dans le fond, c'est exactement ce que je dis, mais l'aiguille, au lieu de la mettre à 10 ou à 15%, il y a des gens qui la mettent à 50, 60%. C'est généralement plus facile de le faire en couple, je dirais. Là. Ouais. Imagine un couple, les deux ont un bon salaire, tu vis sur un salaire et tu sauves l'autre. Ouais. Ça, là, c'est comme... Ça n'a pas de sens. Là. Dans 15 ans, là, tu pourrais prendre ta retraite. Là. Fait que quelqu'un qui, mettons, à 25 ans, commence à travailler avec un salaire correct, si tu sauves 50% de ton salaire, donc, mettons, tu vis humblement, là, finalement. Ouais. Tu as ton paiement de loyer, puis tu vas pas au resto, puis... Tu peux y aller au resto, là. C'est juste, ça dépend peut-être pas au toquer, là, mais tu veux peut-être choisir tes batailles, là, mais oui. Mais mettons, tu pourrais faire un 15 ans, entre guillemets, d'austérité comme ça, puis là, à 40 ans, tu pourrais vivre sur tes placements pour le restant de tes jours. Exact. Ouais. Exact. Il y a un très bon livre qui a été écrit par Jean-Sébastien Pilote, qui s'appelle justement La retraite à 40 ans. Il a été publié il y a 2 ans peut-être. Je l'avais interviewé pour la presse, puis Jean-Sébastien et sa conjointe, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont travaillé de l'âge de 23-24 ans à un petit peu avant 40 ans. Ils ont mis de côté, je pense, à la fin, c'était quelque chose comme 60% ou 70% de leurs revenus. Lui, il était en marketing, mais ils n'ont pas fait des immenses salaires tant que ça, mais justement, en vivant sur un des 2 salaires. Eux, ils ont voyagé aussi beaucoup à travers ça. Puis aujourd'hui, ils sont retraités. Donc, ils voyagent. Ils sont super bons avec les cartes de crédit, les points. Là, bon, moi, j'ai jamais vraiment plongé là-dedans, mais tu peux avoir la carte, puis si tu dépenses tant en 3 mois, tout ça, bon. Ça demande un peu d'organisation, mais bref, eux, ils voyagent pour l'équivalent de 5-6 000 $ de billets d'avion qu'ils ont à cause des points, tout ça. Ouais. Mais oui, puis je conseillerais aux gens, si les gens lisent l'anglais, d'aller lire le blog de Mr. Money Moustache sur Internet, qui est un des blogs les plus populaires de la finance personnelle. C'est écrit par Peter Adney, qui est un Ontarien, qui est allé faire carrière en informatique au Colorado il y a 20-25 ans. Et lui, il a pris sa retraite à 31 ans. Fait qu'il a travaillé, il a travaillé entre l'âge de... Il a travaillé entre l'âge de 23, 24 puis 31 avec sa femme. Les deux ont vraiment comme eux, ben c'est ça. Leur train de vie, c'était... Ils se sont achetés une maison qui ont retapé eux-mêmes. Ils se déplaçaient en vélo. C'est pas parce qu'ils se disaient, là, je veux pas dépenser une pièce. C'est juste parce qu'ils trouvaient que c'était plus le fun d'aller travailler en vélo qu'en auto. T'sais. Donc, juste en faisant ça, puis là, au niveau des restos, encore là, tu te prives. Ouais, mais OK. Une gang de 4 qui vont souper au resto une soirée pour se voir puis jaser, ben, ça va peut-être coûter 150$ par personne ou whatever. Mais la même groupe de 4 qui fait une bouffe à la maison ou dans un parc qui joue à pétanque ou whatever. Ça peut coûter 25$ par personne. 25$ par personne. Tu vois les mêmes personnes, tu as les mêmes conversations. Ouais. Il y a une différence de 400% là, dans ta dépense. Donc, l'idée, dans le fond, c'est pas de se dire je suis chez nous puis je mange du gruau puis c'est plate. C'est vraiment de penser un peu, d'orienter, de faire des choix, de dire, OK, là, ou avant l'émission, on parlait des vélos, quelqu'un qui adore les vélos, qui adore faire du vélo, OK, c'est parfait. Mais si ça te prend le vélo de l'année, puis ça te prend l'auto de l'année, puis ça te prend le resto dont tout le monde parle, puis ça te prend... Là, c'est là que toute ta marge de manœuvre, elle disparaît. Mais si toi, tu dis, moi, j'adore les vélos, puis c'est mon hobby, puis tout ça, puis, tu sais, les vélos, objectivement, tu n'as pas de billet de monte-pente à payer, tu vas en faire, là, c'est pas extrêmement cher. Donc, il y a moyen, de ne pas se priver, le fameux se priver, Le cerveau, du moins, je vais généraliser à partant de ma propre expérience, mais on dirait que moi, je suis comme circuité dans mon cerveau où est-ce que je vois
de l'argent dans mon compte, puis on dirait que dans mon subconscient, c'est comme je peux m'acheter ça, mettons. Ouais. Tu sais, je peux, hey, là, j'ai du lousse, fait que je peux m'acheter un vélo, genre. Tu sais, comme là, comme on parlait, ça fait pas longtemps que je fais du vélo. Puis là, je me suis comme guiré en vélo parce que, OK, j'ai du lousse budgétaire, fait que je vais le mettre là. Puis là, soudainement, le lousse budgétaire, il est comme disparu, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ben là, OK, j'en ai plus, dans le fond. Puis là, j'essaie de réfléchir, encore une fois, en écoutant des podcasts sur ça. Je me suis dit, bon, il est parti où, mon lousse, dans le fond? Parce que là, je fais 2 fois le salaire que j'ai déjà fait dans ma vie, puis je suis pas plus libéré financièrement. Puis pourtant, j'ai pas l'impression que mon style de vie a changé. J'ai l'impression que je vis sensiblement de la même façon que je vivais à l'université. Là, puis je fais, ben là, Chris, je fais beaucoup plus d'argent que je faisais à l'université. Beaucoup plus à l'université, parce que j'en faisais pratiquement pas. Puis j'ai l'impression de vivre de la même façon, puis j'ai pas plus de lousse. Fait que comme faut comme que... Faudrait... En fait, je pense que l'exercice, ce serait de tout mettre ça sur papier et de faire c'est où que ça s'en va, dans le fond. J'imagine qu'il faut que tu fasses ça à amener. Oui, tu peux faire ça. Puis il y a des applications. Les gens qui dépensent, disons, tout sur leur carte de crédit pour avoir les points et tout ça. Tu peux avoir une application qui s'appelle Mint, mint.com. Puis eux, ils vont analyser ta carte de crédit puis ils vont dire tu as dépensé tant en épicerie, tant en resto, tout ça. Ça, j'encourage les gens à faire ça pour avoir une vision. Parce que les gens font le saut des fois en resto. Ça va vite sur un an. Mais oui. Mais oui, c'est ça, quand tu vois que voici tout l'argent que vous avez dépensé en resto cette année, tu vas faire... Exact. Si tout cet argent-là était allé, du moins 50% de cet argent-là était allé dans un placement, ça aurait été énorme, sûrement. Énorme. Puis je dis pas aux gens encore de pas aller au resto, je dis juste, regarde, choisis tes batailles, tu sais, puis, tu sais, garde-toi, des choses congelées dans ton congélateur. Si tu sais que quand ton frigo est vide, tu es toujours porté à aller au resto, généralement, dans mon expérience, c'est pas les meilleurs restos. C'est juste parce que tu y vas parce que tu as faim, tu sais. T'es mieux peut-être de couper ceux-là, puis de garder ceux qui sont vraiment spéciaux. Bon. Mais c'est intéressant le point que tu soulèves de dire j'ai de l'argent, je le dépense, puis j'arrive au même point. Et je te dirais que tu as parfaitement raison, puis c'est très, très humain. Puis la façon de court-circuiter ça, si tu veux, c'est de faire des virements automatiques. C'est ça, hein? Le jour de la paye. C'est ça. La personne qui est capable de faire ça, puis ça, c'est des études qui le prouvent. Tu l'as pas, l'argent. Tu l'as pas. Tu l'as jamais. Dans le fond, quand tu es salarié, l'impôt, est-ce que généralement les gens... Retenu à la source, tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends pas compte. Ouais. OK, bon, ben imagine que au lieu de l'impôt, ben, c'est qui va au gouvernement, c'est l'argent qui va pour t'enrichir. Tu fais le même principe de déduction à la source, mais tu le vois pas. Donc, la personne, justement, là, pour revenir à l'exemple du paiement d'auto de 450, ben jour de paye, 450, ça va dans tes placements, bang, tu l'as même pas vu. Donc, si tu es capable de faire ça, là, il y a des applications que les gens peuvent aller voir. Comme par exemple, Wealthsimple, qui est une application canadienne qui est une compagnie financière qui appartient à Power Corporation. En tout cas, c'est une grosse affaire sérieuse. C'est pas juste une petite app sur le téléphone. Mais eux, dans le fond, ce qu'ils t'offrent, c'est de bâtir un portefeuille de FNB qui est déjà tout fait selon tes critères. Par exemple, ton horizon. Okay? Si quelqu'un qui est jeune dit « Ah, moi, j'ai pas besoin de cet argent-là avant super longtemps », bien, eux, ils vont mettre plus d'actions, un peu moins d'obligations. Et eux vont te permettre de faire un lien entre ton compte chèque puis tes placements. Donc là, moi, j'ai fait un Wealthsimple pour mon garçon. On met 20$ par mois qui part. Mais c'est à mon nom parce qu'il faut avoir 18 ans pour avoir un compte. Mais bref, l'argent s'accumule. Mais donc, la personne peut mettre, regarde, moi, je mets 450 par paye dans Wealthsimple, puis l'argent disparaît. Puis là, comme ça, tu viens vraiment de t'enlever aussi la douleur, au sens large, de l'épargne, de le voir partir. Puis aussi de le faire, de dire « Ah oui, non, j'ai oublié ce mois-ci. » Ou, toujours, si tu attends la fin du mois, il n'y en aura plus. C'est vraiment normal. Mais, c'est ça l'affaire, ouais. Exact. Donc, si tu le fais puis tu le mets sur le pilote automatique, tu n'as plus besoin d'y penser. Comme un peu un régime de retraite. Quelqu'un qui est salarié, son régime de retraite, les gens ne pensent pas vraiment à ça parce que ça se fait tout seul. Donc, plus l'humain est capable de mettre des décisions comme ça sur le pilote automatique, ben, tu mets les chances de ton côté. Puis quelqu'un qui nous écoute, qui parce que là, tu parles de mettre 400$ par paye de côté, on s'entend que ça, faut quand même que tu ailles un bon salaire pour pouvoir, en ce moment, en 2023, te permettre de mettre 400$ par paye de côté, là, 800$ par mois. Quelqu'un qui nous écoute, qui fait, moi, j'aurais un surplus de, je sais pas, 50$ que je pourrais vraiment libérer par paye, mettons. Ouais. À quel point est-ce que
commencer par des petits montants comme ça s'accumule. T'as-tu comme des exemples d'échelle de grandeur de jusqu'où ça peut se rendre, mettre un 50$ par 2 semaines, mettons? Moi, j'avais calculé, 50$ par 2 semaines, c'est sûr que c'est pas énorme là, en termes de marge de manœuvre, mais bon... Quelqu'un qui veut commencer, mais qui a pas rien d'autre. C'est ça, tu as parti de la boule de neige, dans le fond, puis tu veux que la boule de neige grossisse. T'sais. Donc, moi, je dirais, si c'est ça que tu peux te permettre, vas-y, fais-le, puis regarde les choses aller, puis éventuellement, tu vas peut-être avoir une augmentation de salaire aussi. En anglais, il y a un dicton qui s'appelle « Save your raise ». Donc, mets en épargne ton augmentation de salaire parce que de toute façon, c'est de l'argent que tu n'avais pas précédemment puis que tu vivais sans cet argent-là. Donc, cet argent-là peut aller justement grossir tes placements. Mais j'avais calculé qu'une personne qui met 15$ par jour, c'est peut-être beaucoup pour une personne qui commence, là. Mais donc, c'est l'équivalent d'un lunch le midi au restaurant. Cette personne-là, dans le marché... C'est jouable, 15$ par jour, quand même. Quand tu réfléchis à tes journées... À tes dépenses. Tu veux juste penser à tes journées. Là, moi, depuis que j'ai acheté chez Costco une grosse affaire de café instantané. Là. Moi, je sais pas pourquoi j'aime ça, le café instantané. C'est comme lié à un souvenir en camp d'entraînement. C'est ça qu'on mangeait, qu'on buvait, puis genre, ça me ramène en Martinique. Là. Fait que, là, maintenant que je mets... C'est ça mon café le matin. Ça, c'était 5$. C'était 5$ de base là, quand je marchais puis je prenais un café. Ça, c'était 5$. C'est 5$. Ouais, puis là, ta tasse, ça doit te coûter. Ma tasse, ça doit me coûter moins que ça. C'est l'affaire grosse. C'est d'affaire une cuillère à soupe par tasse. Ça me coûtait 15 cents max, 10 cents là, ma tasse. Tu sais. Fait que juste là, c'est 5$. Fait que mettons 15$ par jour, quand tu y penses, c'est quand même jouable. Exact. 15$ par jour, c'est. Je l'ai pas devant moi, là, mais. C'est une heure de job, moins qu'une heure de job, dans le fond. Exact, c'est presque 5 000$ par année. 5 000$ par année. Ou, tu sais, je disais, j'ai un article, les gens peuvent aller googler, ça s'appelle « Comment épargner 10 000$ en un an ». Puis là-dedans, je descends des idées, comme par exemple, moi, mon cellulaire me coûte 11$ par mois, taxes incluses. Wow! Comment tu fais ça? T'as pas 20 gigs de données comme moi, certain, toi? T'as pas illimité de données. Je peux checker YouTube à l'infini. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est des choix. Tu vois, moi, je coupais là-dedans, ça vient pas me chercher, ça vient pas me changer ma vie, ça vient pas rien faire. Donc, tu sais... Le pire, juste encore une micro-parenthèse sur ça, c'est le pire, c'est que c'est tellement stupide ce que je vais dire là, mais je m'en rends compte, là. Ouais. J'étais sur mon iPhone au chalet de ma mère, OK, en train d'être sur le 5 gigs, puis en train de magasiner, puis là, tenez-vous bien, des cellulaires sans application puis sans Internet. Fait que j'étais sur mon cell en train de me dire c'est tellement toxique mon cellulaire, mais j'étais en train de l'utiliser là, pour acheter un cell qui coûte 200$, où est-ce que t'as pas d'application puis pas d'Internet. Juste pour être un cellulaire, genre. Fait que j'étais en train de, sur mon cell, de vouloir acheter quelque chose pour me débarrasser de mon cell, en sachant très bien que je m'en débarrasserai pas, là. Ouais. Fait que genre, c'est comme... Finalement, je l'ai pas acheté. Je me suis dit, man, ça n'a pas de sens. Ce que t'es en train de faire là. Débarrasse-toi de ton cell à la place. Anyway, fait que oui. Ben, c'est ça. Non, moi, je ne vais pas faire de pub, là, mais c'est avec Public Mobile, une petite compagnie, mais il y en a d'autres. Là. Moi, j'ai pris le forfait de base qui est 15$ là, par mois. Puis, je pense que quand tu es là avec plusieurs années, il te baisse un petit peu pour la fidélité et tout ça. Mais bref, j'ai vraiment pas beaucoup de données. C'est juste assez pour faire Google Maps puis les courriels puis ce genre de choses-là. Sinon, je suis dans le Wi-Fi la plupart du temps. Là. Mais bref, juste pour donner un exemple de choses, moi, les gens me disent « Ah, moi, ça me coûte 80$ par mois, 75$ par mois. » Mon Dieu. Déjà là, moi, j'ai un 60$. Ou même, des fois, c'est avec le câble à la maison. Mes voisins me disaient récemment 2 cellulaires plus le câble, ça leur coûte en haut de 200$ par mois. Ça, 2 cellulaires plus le câble, ça devrait être en bas de 100$ dans mon livre à moi, là, pour prendre une expression de hockey, mais c'est ça. Donc, puis là, c'est littéralement dans ton livre, en plus. Oui, c'est exact. C'est ça. Tu peux l'utiliser pour vrai dans mon livre à moi. Mais ça, c'est même sans aller aussi extrême que moi. Il y a des forfaits à 25$ par mois qui ont des données qui ont de l'allure, mais donc, en cherchant un peu, donc en tout cas, les gens qui vont lire cet article-là, je l'ai fait un peu justement pour montrer, par exemple, aussi la bibliothèque. Les gens, ils ne pensent pas à leur bibliothèque locale, mais ils payent pour.
Mais là, quand tu vas à la bibliothèque, tu as des livres, bien sûr, mais tu as accès, par exemple, avec la grande bibliothèque, tu as accès à des livres électroniques que tu peux lire sur une tablette ou même ton téléphone. Tu as accès à des livres audio. Tu as accès même à des magazines avec la grande bibliothèque. Tu peux lire The Economist, tu peux lire The New Yorker, tu peux lire à toutes les semaines, c'est là. Ça coûte des centaines de dollars par année. Là. Donc, il y a vraiment... Les gens, il y a même des jeux de société que avec mon garçon, on va à la bibliothèque, on part avec 30-40 livres. Là, c'est fou, puis on économise de cette façon-là sur Amazon ou sur d'autres types de dépenses. Mais, donc, c'est ça, les gens, souvent, ils ne pensent pas à ces choses-là, mais c'est là que tu peux aller chercher un peu de marge de manœuvre, finalement, par rapport à ta vie, que tu disais, moi, je suis mur à mur, j'ai vraiment pas une scène. Ou, par exemple, les vêtements. Tu sais, faire une petite parenthèse, là, j'ai mon t-shirt gris, mais ce t-shirt-là, j'en ai une douzaine chez nous, identiques. Genre, pareil, moi, j'ai 5 t-shirts exactement comme lui. J'ai commandé 5 fois ce t-shirt-là. J'ai fait, il marche bien, je vais le prendre. Ça, c'est comme la technique de l'uniforme un peu. Tu sais, le matin, tu tires sur le bras, puis tu mets quelque chose, toujours la même chose. J'ai fait le test au journal il y a peut-être 3-4 ans. J'ai fait un test, je me suis mis à m'habiller pareil à tous les jours. Puis une autre journaliste, fille, a fait la même chose avec le t-shirt gris. Ouais. Puis à la fin du mois, on est allé voir nos patrons, puis on a dit « Hey, ça fait un mois que je t'avais pareil, as-tu remarqué? » Dans les deux cas, ils nous ont dit non. Ah ouais? Ouais. Donc, on est il n'y a pas de différence homme-femme, là. Non, unisexe. Unisexe. Elle trouvait ça plate du gris, là. Elle mettait une espèce de foulard de couleur, tu sais, qu'elle changeait, tout ça. Okay. Dans les deux cas, il y avait un non. Fait que des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on renouvelle le garde-robe, tu sais, aux 2 mois, 3 mois, parce que blablabla. Non, c'est un besoin qu'on se crée dans notre tête. T'sais, les gens sont pas là à nous scruter là, tant que ça. Là. Donc, tu sais, un petit paquet qui arrive là, par la poste, une nouvelle blouse pour l'été, machin, OK, ça s'accumule justement au bout de l'année. Puis, est-ce que ça t'a créé du bonheur tant que ça? Tu sais, tantôt, quand tu parlais, tu dis, mon salaire a doublé, triplé, mais tu sais, je suis au même niveau, puis tout ça. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. Donc, dans le fond, t'es comme sur un tapis roulant, puis tu as besoin d'aller toujours un peu plus vite. Donc, quand on achète quelque chose, ça nous donne un petit buzz pendant, tu sais, par exemple, ton téléphone, mettons, il est vieux ou il est lent, il bug, il niaise. Bon, là, pendant un mois, tu vas checker les téléphones en ligne, tu vas l'acheter, tu vas le recevoir. Là, pendant un mois, waouh, c'est comme une Ferrari, il va tellement vite, c'est fou, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais au bout d'un mois, c'est juste ton téléphone. Tu sais, le buzz, il est revenu. Ça, c'est le même avec un peu de tout ce qu'on peut acheter dans la vie. Puis là, déjà, un mois après, tu penses à « Ah ouais, il faudrait bien que je change mon laptop. » Là, tu changes ton laptop, tu as le même phénomène. Et ça, tu peux être millionnaire puis avoir puis le même phénomène aussi. Ah, il y a un resto, il faut que j'essaye, tu l'essayes, c'est cool. Un mois après, c'est comme tu n'étais jamais allé. Puis ça, c'est vraiment le cerveau humain qui est fait comme ça. Il faut le comprendre parce qu'on va toujours chercher à aller chercher plus d'expérience, plus de luxe. C'est là que, dans le fond, qu'on va tout dépenser notre pouvoir, là, nos dollars, on les donne aux autres, on les donne aux propriétaires de bar, on les donne aux concessionnaires, on les donne à Bell, on les donne à Vidéotron, on les donne à tout le monde, mais on ne les garde pas pour nous. Donc, ça, c'est un peu le principe de base. Puis, dans mon expérience, les gens sont capables d'aller couper des choses à gauche, à droite. Je ne dis pas la mère monoparentale qui a 3 enfants. Puis, je ne veux pas être le nono qui est insensible à ça. Là. Ouais. Je parle pour des gens qui sont seuls ou qui sont en couple. Par exemple, prends un couple de profs du secondaire. Puis donne-leur, ils ont un salaire prévisible et tout, puis donne-leur... en fait, prends un couple de profs de l'université puis donne-leur le train de vie d'un couple de profs du secondaire. T'sais, on vient de le dire que les profs du secondaire, ils vivent bien. Ouais. Mais le prof d'université qui gagne, je sais pas moi, 40-50 000 $ de plus chaque, puis mettre ça de côté, dans 15 ans, c'est fini. Là, ouais. C'est fini, là. Ouais. Puis, c'est des gens qui ont voyagé, des gens qui sont allés au resto, des gens qui sont... C'est juste que, quand tu es dans une autre braquette, tu as l'impression que ton auto doit changer. Ouais. Tu as l'impression que là où tu vas en vacances doit changer. Et le genre de rénovation que tu as ou pas chez vous doit changer. Puis tout ça, c'est des choix. Ouais. Il n'y a personne qui nous met un fusil sur la tempe qui dit qu'il faut que tu dépenses chaque pièce que tu gagnes, peu importe ton salaire. C'est créé par un peu l'air du temps. Mais, puis ça serait le fun si je serais le premier à le dire, achète-toi des vêtements de marque, ça va te rendre heureux. Achète-toi une voiture de l'année, c'est ça la solution. C'est malade, là. Ou double ta grandeur de maison, là, tu vas capoter, ça va être ça la solution. Mais non, on le sait.
je pense que c'est Jim Carrey qui a dit « J'aimerais ça que tout le monde soit riche et célèbre une fois dans leur vie pour qu'ils se rendent compte que c'est pas ça la solution. Puis ça, c'est une citation qui est assez forte. Puis t'as pas besoin de te rendre à des niveaux comme Jim Carrey pour le réaliser. T'sais, si tu t'engueules avec ton chum et ta blonde dans un appart, là, ben, tu vas t'engueuler avec ton chum et ta blonde dans une McMansion. Je te le garantis. C'est pas ça qui va... Qui va changer ta vie tant que ça. Pour la bémol par rapport à... Pas la bémol, mais juste une parenthèse intéressante par rapport à, mettons, la voiture de l'année ou la nouvelle pièce de designer de l'année. Moi, il y a des affaires que avant, j'étais cheap sur l'achat. Mettons, je vais prendre l'exemple de lunettes pour le sport, lunettes soleil pour le sport. Là. Il y a une compagnie qui s'appelle Goodr qui font des lunettes qui initialement étaient à comme 25$, se sont rendus à 35$, mais c'est genre vraiment, c'est des lunettes de qualité-ish, là, tu sais, où est-ce que tu achètes puis que t'as pas l'impression de dépenser pour des hauts clips, des affaires de même. Sauf que t'es mettre, puis là, à amener, ils se graphinent, puis là, à amener, ils perdent la qualité, puis là, t'es amené, tu vois moins bien, puis là, j'ai acheté dernièrement une paire de lunettes parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'argent sur une paire de lunettes de sport, là. Mais à chaque fois que je les mets, je suis content. Chaque fois que je les mets, c'est genre « Ah, oh, nice, ces lunettes-là, c'est de la bombe. » Puis quand j'ai choisi ma voiture, que j'ai maintenant, tu sais, que là, le monde sont au courant combien je paye par mois pour ma voiture, mais qui était quand même haut de gamme pour ce que j'étais capable de payer à ce moment-là. Tu sais, c'était à ma limite supérieure, mais jusqu'à maintenant, là, ça fait 4 ans que je l'ai. Chaque fois que je rentre dedans, c'est comme, oh, je suis tout le temps content de rentrer dans ma voiture, tu sais. Ben oui. Il y a de quoi là-dedans aussi, tu sais, de dire, de dépenser sur l'affaire que tu sais qui va te rendre heureux quand tu vas l'utiliser ou le mettre, mettons, là, tu sais. Exact. Ben oui, comme moi aussi, j'ai des lunettes de soleil qui m'ont coûté cher, mais j'ai ça d'en face 6 mois par année. Exact, ça. Moi, ça me dérange pas de dépenser plus pour la qualité, pour des choses que j'utilise sur une base régulière. T'sais. Moi, là où j'ai le plus de misère, c'est que si je fais telle affaire 3 fois par année, ça veut dire que 362 jours par année, c'est dans le garde-robe. Tes skis de randonnée sont dans le garde-robe comme puis ça. Là, j'y regarde, puis pendant que je suis sur Zoom, ça, j'ai un peu moins. Je fais comme, OK, ouais. Mais oui, la qualité, par exemple, une belle voiture, des gens qui aiment. Moi, j'ai toujours. Là, j'ai pas de voiture, mais les voitures que j'ai eues dans ma vie, c'était des voitures de qualité quand même, qui étaient belles et qui n'étaient pas si vieilles que ça. Mais justement, si tu vas vers une voiture un petit peu usagée, qui a 30-40 000 km, tu as le buzz. Souvent, ces voitures-là sont neuves. Là, ça sent le char neuf. Bon. Mais là, tu sauves la dépréciation. Tu vas sauver un 25-30% souvent. Donc là, la personne peut aller vers une voiture, disons, en 2018, parce qu'on est en 2023, quelque chose comme ça. Mais là, cette voiture-là, elle peut t'offrir encore un autre 5-10 ans là, si tu y prends soin. Tout ça. Donc, il y a moyen de pas... Ou c'est comme un peu la personne qui aime... fabriquer des meubles ou bricoler, quoi que ce soit. Tu sais, je te dis pas, va chercher le plus cheap outil que tu peux trouver, puis tu vas sacrer parce que ça va plier, puis tout ça. Mais non, va t'acheter des bons outils que tu vas garder, tu sais, une bonne partie de ta vie, puis dans le fond, c'est ça. Puis va trouver ailleurs, tu sais, du gras à couper, ou tu sais, que tu n'avais peut-être pas pensé, là, tu sais, comme... Puis tu sais, des dépenses ponctuelles comme ça, j'ai pas l'impression que c'est pas ça qui nous coule, tu sais. Je pense que c'est plutôt des habitudes qui reviennent tout le temps. C'est pas comme les j'ai fait le fou à Noël, j'ai gâté tout le monde. OK, mais Noël, c'est comme une fois dans une année. C'est pas vraiment ça qui va te couler. Ce qui va te couler, c'est aller au resto un jour sur 2. Là, tu peux avoir 10 Noël pour ce prix-là. Là, donc, ce qui revient comme ça, tu t'en rends pas vraiment compte, ou les abonnements sur Internet, les forfaits qui coûtent trop cher, l'épicerie. Tu sais, des fois, tu vois des gens qui sont très, très serrés, mais ils vont dans les épiceries super... Mon cher Avril. Avril, exactement. Avril et tout. Le savon, c'est du savon quasiment fait par des moines tibétains. Tout ça. Bon, là, il y a comme... Puis c'est correct, là, ils vont encourager les petites entreprises, tout ça, mais... Encourager les fermes bio, mettons, mais ça coûte vraiment cher. Exact. Fait que moi, je serais plus tendance à dire, penser comme... Vraiment,
ce qui vous donne du plaisir. Puis si c'est ton fun là, d'aller vers ces produits-là, ben, fais-le consciemment, mais fais pas comme les 50 autres choses à côté aussi. Ouais, c'est ça. Mais le Uber Eats que tu manges devant la télé parce que... Le Uber Eats, c'est sauvage. Man. Ben oui, c'est ça. C'est sauvage, Uber Eats. Moi, j'en connais plein là, du monde que c'est comme tente pas de cuisiner aujourd'hui puis que c'est du Uber Eats presque chaque jour. Là. Genre, mais tu sais, c'est infini. Déjà, mettons que ton burrito, là, aller le chercher au resto, mettons qu'il te coûte 17$. Là, puis c'est déjà cher, 17$ pour un burrito. Là, il te coûte 32$, man. Le faire chez vous à Uber Eats, c'est fou. Là. Il t'aurait coûté 5$ puis de faire chez vous max. Exact, c'est ça. Fait que là, ça, c'est aussi d'apprendre des skills de base de cuisine, de savoir quoi acheter, de savoir comment, justement, à l'épicerie, moi, je suis un maniaque de checker le coût par 100 grammes à l'épicerie. Oui, moi aussi. Moi, je suis obsessif. Ma blonde, genre, elle est plus capable. Je suis comme, ah non, ça, c'est 3,2 par 100 grammes, on peut pas acheter ça, mais ça, c'est 0,9. Oh yeah! Puis, tu sais, justement, tu te rends compte rapidement de comme le truc que tu avais l'impression qu'il était cher parce que le prix est, parce que le truc est 12$, mais t'as une petite boîte puis t'as genre du riz à l'infini là, pour 12$. Ouais. C'est vraiment plus économique que ton petit fromage halloumi à 12$, mais que t'as 2 bouchées avec ça. Puis c'est comme, ça permet vraiment de remettre les prix en... Aller dans les fruiteries aussi. Moi, j'ai commencé à faire ça maintenant. Là. Je vais dans les fruiteries à la place d'aller à l'épicerie, de pogner mes affaires à l'épicerie normale. Puis une caisse de fruits et légumes, ça revient tellement pas cher. Genre, c'est fou. Là. Ou les choses en saison, tu peux faire. Puis oui, tu sais, toujours avoir... Si tu le sais que toi, t'es genre, quand ton frigo est vide, ben t'es genre à commander du Uber Eats, ben tu sais, arrange-toi pour avoir des choses congelées. Je sais pas, un sachet de pesto, là, des fois, sont en vente. Par exemple, 20. Par exemple, pas 3 là, quand ils sont en vente. Ou des cannes de thon, là. C'est 25. Là. C'est comme... Tu mets-le en dessous de ton lit s'il faut, là, mais tu vas avoir quelque chose, puis tu vas toujours avoir un plan B que de faire venir du Saint-Hubert ou quoi que ce soit. Puis, fais-le, va au resto quand tu as une soirée, quand c'est le fun, quand c'est la fête de quelqu'un ou quoi que ce soit, oui. Mais ça aussi, ça revient. Je trouve que, moi, j'ai 46 ans. Quand j'étais dans la vingtaine, je trouve qu'il y avait moins d'occasions de dépenser. Parce que l'économie puis les commerces, ils ne s'adressaient pas à moi. Les restos, ils s'en foutaient de moi là, quand j'avais 20 ans. Il n'y avait pas Instagram ou tout le côté un peu genre viens, puis les super belles assiettes et tout, l'expérience, tout ça, c'était comme... Les restos, ils parlaient à mes parents, ils ne parlaient pas à moi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dès qu'on arrive, les gens, même pas 20 ans, ils ont déjà des goûts. Moi, j'ai ce goût-là, puis... Moi, j'aime le Pinot Grigio, puis c'est comme, man, moi, au secondaire, si on buvait du vin, c'était du vin d'épicerie quelqu'un amenait dans le party, du Nick Lalou. T'es juste content de l'avoir, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, tu deviens, un foodie à 19 ans, là. Ouais. Tu sais, comme Pierre McSween a dit une phrase que me souviens, c'est plus le compte Instagram est beau à 30 ans, plus t'amputes la marge de manœuvre, tu sais. C'est comme... C'est directement proportionnel, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, les millionnaires que j'ai interviewés pour mon livre, un de leurs trucs, entre guillemets, c'est qu'ils ont toutes fait les choses que le monde fait en général, sauf quelques années plus tard. Ouais. Par exemple, oui, ils vont au Club Med, mais ils sont allés pour la première fois peut-être à 37, 38 ans, quand il y avait des enfants. Ils ne sont pas allés à 27 ans au Club Med, tu sais. À 27 ans, ils étaient en pack-sac en Europe ou des voyages pas chers, tu sais. Donc, tu sais, dans le fond, ils repoussent un peu tout le train de vie qu'on s'accapare, tu sais, on dirait la seconde qu'on peut maintenant. Puis donc, en repoussant un peu le moment où tu fais ça, tu vas le faire dans ta vie, là, tu sais. La vie, c'est quand même assez long, là, je vous le confirme, là. Fait que là, tu as des enfants, tes priorités changent, tout ça, mais... Ces expériences-là, ils vont venir. Tu vas l'apprécier autant, sinon plus, un peu plus tard. Puis, tu sais, la personne qui a 22 ans, puis la personne qui a 55 ans, qui sont au même restaurant, puis qui mangent le même repas, ils payent 2 prix différents, ce monde-là. Exact. Parce que la personne de 55 ans, peut-être que son repas qui coûte, je sais pas moi, 75$, peut-être ça y a coûté 12$ parce que c'est de l'argent qui a fructifié dans le temps. Mais la personne, elle, à côté, elle paye le vrai 75. Puis dans le fond, elle paye bien plus 500. Parce qu'elle ne met pas parce que ce 75-là va peut-être être rendu 500$ quand cette personne-là va avoir 55 ans. Ouais. Donc, tu sais, c'est tout un peu de voir les choses comme ça sur le long terme. C'est fou ce que tu viens de dire là. Ouais. Même chose pour une auto. Tu as une voiture de l'année, un Jeep, machin chouette. OK, paye-toi là plus tard dans la vie.
quand tu seras rendu là, puis il va te coûter des peanuts comparé à l'argent que... Imagine être à 20 ans puis avoir la maturité et la lucidité d'esprit de voir toutes tes dépenses comme 5 fois, c'est comme il coûterait dans 30 ans. Ouais. Ça te coûterait 5 fois plus cher. Chaque fois que tu achètes quelque chose, ça te coûterait 5 fois plus cher que de ne pas l'acheter. Mais ça, une fois que tu vois les choses comme ça, tu peux plus revenir en arrière. Tu fais « Ah ouais, OK. » tu sais. Donc là, tu vas faire des meilleurs choix parce que tu comprends le pouvoir de l'argent. Ça revient à ce que je disais, l'argent, c'est pas juste des points que tu échanges contre des objets. C'est des travailleurs qui peuvent travailler pour toi toute ta vie. Puis tu peux être propriétaire de chaque compagnie. Par exemple, une des actions que j'ai dans mes fonds indiciels, c'est Berkshire Hathaway, qui est la compagnie de Warren Buffett. Puis Berkshire Hathaway possède Dairy Queen. Bon, c'est nono, il possède Dairy Queen, mais quand il y a une file au Dairy Queen pas loin de chez nous, mon garçon qui a 10 ans, il dit « Hey papa, c'est bon ça. » Je dis « Oui, c'est bon parce que nous, on possède une petite partie de Dairy Queen. Ouais. » OK? Donc là, tu commences à voir la société comme ça. Tu commences à voir les entreprises. Tu sais, la personne qui s'achète un nouveau iPhone, toi, tu es content parce que tu possèdes un petit peu d'Apple. Donc, quand tu vois les choses comme ça, tu changes un peu ta perspective, tu sais, puis tu sais un peu ce que ça peut faire pour toi, dans le fond. Ouais. Puis, Mais par rapport à la valeur de l'argent, justement, là, de ce qui vaut ton resto à 20 ans versus à 50 ans, on parle depuis le début de la conversation un peu avec le présupposé que les gens comprennent l'aspect exponentiel de l'investissement, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de l'expliquer comme comment ça fonctionne, puis pourquoi, pourquoi, mettons, pendant 40 ans, si tu mets 10 000 $ de côté, c'est pas 40 000 $ à la fin, là, c'est des fois, plusieurs fois ça, puis le pourquoi, en fait, de comment que ça fonctionne. Exact. Ça, c'est très, très bon point, puis on ne l'avait pas abordé. L'aspect exponentiel. Puis le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre l'exponentiel. On peut compter les choses, mais on ne peut pas voir qu'elles se multiplient. Donc, l'argent se multiplie. Je vais faire un exemple très simple. Imagine que les parents, à la naissance de leur enfant, mettent $1 par jour de la vie de l'enfant dans le marché boursier canadien. Okay? Puis à 20 ans, l'enfant prend le relais puis met le même dollar jusqu'à 65 ans. Mais cette personne-là, avec juste une pièce par jour tout le long, va arriver à 65 ans avec 1,6 million. Okay? Il n'y a personne qui s'est privé là-dedans. Là. Puis mettons, c'est ça. Puis en mettant 65 fois 365 piastres, c'est pas tant de piastres que ça pour arriver à 1,6 million. Exact. Mais mets l'enfant numéro 2. Puis disons, l'enfant numéro 2, les parents n'ont pas mis cette pièce-là par jour dans son enfance. Mais cet enfant-là, il a commencé à mettre sa pièce par jour à l'âge de 20 ans. Cette personne-là sera en 65 ans. Combien elle a en placement? 200 000. Ouais. Oh! C'est une différence de 1,4 million. OK? C'est ça, la croissance exponentielle, c'est ça. Wow. C'est pour ça que le temps, comme je parlais tantôt, c'est vraiment la clé de la multiplication des placements. C'est que sur une courte période, puis j'ai écrit un article aussi il y a quelques mois, les gens pourront aller voir, ça s'appelle « Pourquoi le premier 100 000 est le plus difficile à accumuler? » Parce que je ne veux pas que ça fasse peur au monde, 100 000, là, je ne veux pas comme envoyer un gros chiffre, là, mais dans votre vie, si vous travaillez toute votre vie, vous allez arriver à des chiffres comme ça. Et le 100 000, le premier, est difficile à accumuler parce que c'est toute la sueur de ton front. Okay? Parce que le marché ne travaille pas vraiment beaucoup pour toi. Parce qu'imagine la personne qui a 10 000 $ en placement, puis là, le marché fait, mettons, 10 % une année. OK, tu es rendu à 11 000. Ou, personne n'est content et excité de ça. C'est pas... OK? Donc, dans le fond, si cette personne-là, cette année-là, elle peut mettre 6 000 de côté, elle va avoir eu une augmentation de 60 %. Elle va avoir eu vraiment un retour incroyable, alors que le marché n'est pas vraiment un facteur dans son enrichissement. Mais avance jusqu'à la personne qui a 100 000, qui est un peu plus vieille et tout. Mais cette personne-là, si le marché fait 10 % une année, là, elle est à 110. Puis imagine la personne, elle a mis cette année-là 10 000 $ de côté. Ah, elle est à 120. Donc là, en une année, elle vient de prendre 20 000. OK, mais le marché n'a pas plus bougé qu'avant. La personne qui a 1 million, puis le marché fait 10 %, elle vient de s'enrichir de 100 000. Elle n'a pas travaillé plus fort cette année-là. Là. Elle ne s'est pas levée à 3 heures avant pour méditer puis
faire un journal de gratitude, puis faire les affaires qu'on entend que les milliardaires font. Ouais. Elle n'a pas plus travaillé fort. C'est pour ça qu'une des leçons que je parlais aux millionnaires qui me racontaient, ils m'ont dit, j'ai fait ça sans effort. Il y a le côté de l'effort, puis c'est dur de se défaire de cette idée-là. On a l'impression que tu veux t'enrichir, il faut que tu travailles fort et tout, puis je ne suis pas contre le travail, mais c'est juste que, écoute, si travailler fort, ça menait à un enrichissement, les gens qui travaillent les plus forts de la société, souvent, c'est pas les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est pas... faut un peu dissocier ça. Une fois que ton argent travaille pour toi, comme je parlais du 100 000, bien là, c'est presque une machine à faire de l'argent. Ouais. Donc, faut pas se décourager. Au début, les gens, justement, moi, les gens m'écrivent « Ouais, là, j'ai 22 ans, les chiffres bougent pas beaucoup dans mes placements, tout ça. » Je dis « Fine, t'as même pas à regarder ça. » C'est ça. Ça reparlera dans 30 ans. Là, ça reparlera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Fais juste pas le regarder. Puis, justement, là-dessus, il y a une étude intéressante qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis par la compagnie Fidelity, qui est une compagnie de gestion d'actifs. Ils ont des millions de clients. Ils ont fait une analyse à l'interne. Ça, c'est des anciens employés qui ont dit ça dans des podcasts et tout. Mais ils ont analysé parmi les millions de clients d'investisseurs lesquels avaient le meilleur rendement. Puis ils se sont rendus compte que ceux qui avaient le meilleur rendement, c'est ceux qui avaient oublié qu'il y avait un compte chez Fidelity. C'est fou. Ouais. Ils avaient même placé un retour d'impôt, quoi que ce soit, un héritage, puis ils avaient continué leur vie. Eux, là, c'est comme les Michael Jordan de l'investissement. Puis c'est ça, encore une fois... Ils n'ont pas touché. Le moins tu les touches, le mieux, dans le fond. Exact. Mais c'est ça qui est un des fondements, ben, tu sais, finalement, la leçon ou la thèse de ton livre, là, je pense, qui est vraiment contre-intuitive, c'est le moins tu connais ça, le moins tu t'en mêles, le mieux. Exact. Fais pas trop de recherches, joue pas trop là-dedans, touche pas à ça, puis ça va bien aller. Laisse le marché, tu sais, faire ce qu'il y a à faire. Puis c'est très contre-intuitif, comme tu dis, parce que, tu sais, dans le fond, si tu veux devenir bon à quelque chose, il faut que tu passes ta vie à faire ça. À pratiquer, si tu veux devenir bon au golf, ben, il faut que tu pratiques 12 heures par jour, tu sais. Mais avec les placements, tu vas battre tout le monde qui se... Tu sais, puis quand je disais que les rendements du marché canadien, c'est à peu près 9%, il y a très, très, très peu de professionnels à long... Tu sais, les gens qui vont gérer ton argent pour toi, excessivement peu qui battent ça. Très, très rare. Puis en plus, tu leur donnes une cote. En plus, tu leur donnes un 2% souvent. Au Canada, on est très généreux. On paye les frais qui sont parmi les plus élevés au monde pour faire gérer notre argent à notre place. Donc, les personnes qui le font eux-mêmes, puis là, bon, c'est sûr que c'est un autre sujet, là, dans le sens où les gens qui font de la gestion de portefeuille vont dire oui, mais l'investisseur moyen est tellement cabochon qu'il va faire plein de niaiseries, puis il va perdre plus que moi ce qui me paye en frais. Ouais. C'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, mais... Si tu, justement, tu essaies de jouer à essayer de deviner quelle entreprise va blow up puis où investir, mais si tu dis juste, je me tiens dans un fonds, le S&P 500, justement, puis j'y touche plus, en fait, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Exact. C'est pour ça que je dis que s'enrichir, c'est une question de comportement, bien plus qu'une question de revenus puis tout ça. Puis aussi, ça me fait penser à un point, c'est que souvent, on va lire dans les journaux, « Ah, il y a une récession qui s'en vient. » Là, on va dire, c'est pas le temps d'acheter parce que je vais acheter dans 6 mois quand ça va être en vente. OK, donc toute cette game-là, elle est constante. Ouais. Et encore une fois, c'est très contre-intuitif, mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu peux jamais savoir où le marché va être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est trop imprévisible. Pour la recherche que je faisais récemment pour un article que je suis en train d'écrire, l'automne dernier, souvent tu vas lire dans le journal ou quoi que ce soit, des experts des marchés vont dire « Ah, c'est pas le temps d'acheter » ou « faut être défensif » et tout. 99,999% ils ont tort. L'automne dernier, le gros message, c'était soyez bien, bien, bien prudents et conservateurs, gardez beaucoup d'argent en cash et n'achetez surtout pas d'entreprise de technologie. Là, presque 1 an plus tard, le secteur qui a le mieux performé depuis 1 an, technologie. Ouais. OK, donc il est en hausse de 40%, je pense que c'est jamais vu. Donc, c'est là, puis commencez à regarder, puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, prenez des notes quand les gens vont faire des pronostics comme ça, la récession, ou ben non, l'inflation va monter, va baisser. Prenez des notes, puis suivez un peu ça, là. C'est n'importe quoi. Les gens, les experts n'ont pas la science infuse, ont de la misère à dire ce qui va bien faire dans 1 an, dans 2 ans. Les taux d'intérêt, la hausse, c'était absolument pas prévu.
Et donc, c'est ça. Donc, l'investisseur se nuit en faisant un peu du gamble avec « Ah, telle compagnie va faire bien, tout ça, je vais aller vers ça. » Mais l'investisseur se nuit aussi en vendant quand c'est haut dans sa tête, puis en voulant racheter quand c'est bas. Tu sais, il y a tout un espèce de game de dire « Ah, je vais faire ça. » Puis moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça au début de la pandémie. Écoute, au début de la pandémie, là, tu regardais les marchés, ça tombait de 8-9% avant l'heure du lunch. Là. C'était comme à chaque jour. À un moment donné, les gens, là, ils regardent ça, ils font « OK, moi, là, je sors de ça, puis je rembarquerai plus tard. » Tu sais, c'est humain de vouloir faire ça. C'est humain de vouloir... C'est comme si des gens débarquent puis commencent à te casser les jambes. Tu sais, est-ce que tu vas te laisser faire? Ben non. Tu vas utiliser chaque fibre de ton être pour te... Mais en investissement, c'est l'inverse. Des gens arrivent puis te tapent dessus, il faut que tu te laisses faire. C'est vraiment très technique Rocky, là. Tu te laisses tabasser, puis à la fin, tu donnes un coup de poing, puis le knock-out. Mais c'est pour ça que les humains, on est pratiquement... c'est comme la pire programmation de notre cerveau pour investir. Il faut faire le contraire de ce que notre cerveau nous dit, que notre gut feeling nous dit. Moi, quand j'ai commencé à investir plus sérieusement, c'était en 2012, après mon erreur. 2012, puis à ce moment-là, tu sais, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, puis les marchés, ça allait pas bien, là, puis c'était comme, il y avait du chômage, puis c'était comme, là, j'achetais des actions, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là, tu sais, genre, j'avais vraiment pas l'impression de faire, la bonne chose. Je le faisais parce que les livres que j'avais lus me disaient de faire ça, puis des gens, tu sais, à qui je faisais confiance et tout, mais mon gut feeling, si je l'avais écouté, j'aurais jamais fait ça. Puis depuis ce temps-là, ça a fait x4, tu sais. Puis là, on parle de récession ou quoi que ce soit. On va toujours parler de récession. On va toujours parler de oui, mais ça va pas bien en Asie. Oui, mais. Il y a toujours un oui, mais avec l'économie, avec ces choses-là. Et la personne qui est capable de passer par-dessus ça puis de voir ça pour ce que c'est comme du bruit, tu sais, il va toujours avoir du bruit. Mais si tu es capable de juste investir sur le pilote automatique, tu vas battre 90% des gens de ta cohorte, de ton âge, de ton niveau d'éducation. Puis malheureusement, tout ce qu'on discute là, c'est très, très peu enseigné à l'école. Je sais qu'au secondaire, ils ont ramené le cours d'économie, mais c'est pas optimal. Je pense pas qu'on parlait de ça dans nos cours d'économie. Puis au final, je veux dire, mettons, je lisais ton livre, avant de le lire, j'étais là, bon, ça va être quand même de la grosse théorie, ça va être compliqué, puis tout. Puis là, plus je lisais le livre, puis finalement, à un moment donné, tu comprends un peu le principe, puis justement, c'est simple, là, dans le sens que, c'est la chose la plus simple, c'est commence le plus tôt possible, mais-en régulièrement, mais-en dans un fond qui a une croissance, qui finalement, on se rend compte que ça bat n'importe quel économiste, n'importe quel banquier de Wall Street, puis that's it. Je veux dire, c'est pas, t'as pas besoin d'un doctorat en physique nucléaire pour comprendre ça. Là. C'est ça, puis c'est pour ça que c'est ça la grande, c'est ça qui est tragique un peu là-dedans, c'est que c'est extrêmement simple, les outils sont là, mais les gens le font pas parce que, bon, personne, c'est papa, maman, si personne, moi, mes parents, c'est deux fonctionnaires qui m'ont jamais parlé d'argent vraiment, leur retraite était comme assurée, puis c'était pas... Donc, si ce discours-là arrive pas dans ta vie, il arrivera pas vraiment par l'école, pas vraiment par les parents. Souvent, il va arriver par les médias, mais là, des fois, c'est encore un peu la game de battre le marché, puis d'essayer d'être plus brillant que le voisin, puis tout ça. Mais non, l'aspect simplicité, je pense que les gens, ils réalisent, mais c'est tout. Ben oui, c'est tout. Ouais. C'est vraiment comme, on a l'impression que c'est... il faut que ça soit compliqué pour que ça fonctionne bien, tu sais. Ouais. Mais dans ce domaine-là, plus c'est simple, mieux c'est. Ouais. Puis plus c'est simple, moins tu vas avoir l'envie d'aller jouer là-dedans puis de changer des affaires. T'sais, on dit toujours, les investissements, c'est comme une barre de savon, ça rapetisse chaque fois qu'on y touche. T'sais. Donc, moins tu y touches, mieux c'est. Tu laisses ça aller. Puis... Mettons, moi, j'ai 400$ par mois à mettre, là, puis là, j'écoute le podcast en ce moment. Puis ben, je participe au podcast en ce moment. Là. Ouais. Mais j'ai 400$, j'écoute, je me dis, c'est vrai que je serais capable de libérer 400$ par mois pour commencer à investir. Puis il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop de bonne heure, mais il n'est jamais trop tard non plus. Là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, on a parlé, on a parlé des fonds de placement sur quelque chose comme Wealthsimple. Les CELI, c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on fait là? Bien, je dirais justement d'aller vers Wealthsimple. Donc, c'est une application que tu peux télécharger. Il y a un peu 2 volets à celle-là. Il y a Trade puis Invest. Je dirais aux gens qui
qui commencent d'aller plus vers le Wealthsimple Invest parce qu'ils vont te poser 2-3 questions sur ton horizon. Puis ils vont te bâtir un portefeuille en fonction de ça. Ça prend quelques secondes. Et la minute que tu transfères de l'argent dans ce compte-là, il est déjà placé. Ça commence. Tu n'as pas de transaction à faire. Tu n'as pas de dire, OK, j'achète, mon fonds et il coûte 33$, j'ai 400$, combien d'unités j'en achète? Tout ça, c'est fait pour toi. Eux se payent en prenant un petit frais annuel qui est beaucoup moins bas que ce que l'industrie prend en général. Tu sais, si tu arrives dans une banque, bonjour monsieur, bonjour madame, je veux investir. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre ton argent dans des fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, c'est un produit qui est très payant pour l'institution financière, mais malheureusement qui n'a pas une très bonne réputation à long terme parce que justement, c'est des gens c'est des gestionnaires qui choisissent à la pièce les compagnies qui sont là-dedans. Puis, comme on l'explique depuis tantôt, la sélection de compagnies, 9 fois sur 10, ça ne donne pas de bons résultats à long terme. Donc, tu vas sous-performer. Les fonds que les banques proposent, moi mettons, là, j'ai des investissements avec Desjardins, mettons. C'est pas des fonds qui ressemblent au S&P 500 ou des genres de fonds comme ça, ou ça dépend? Ce qu'ils vont faire, ils vont dire, OK, toi, t'es-tu plus de croissance? Ou, tu sais, ils ont des mots, des buzzwords un peu pour ce qu'ils vont te mettre, là. Et dans le fond... je suis sociétaire, attention à l'environnement. Ben ça, c'est un autre sujet aussi. Il y a des fonds que tu peux acheter, justement, dans Wealthsimple qui éliminent certaines compagnies, là. Mais, bref... oui, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un peu, ils vont filtrer les compagnies qu'ils vont te choisir. C'est un peu choisi par une personne derrière ça. Puis plus tu retires les personnes de l'équation, mieux c'est. Puis tu vas payer en frais, si tu fais juste aller à la banque ou à la caisse puis dire je veux investir, tu vas payer à peu près 2% en frais annuels. Ça, c'est vraiment beaucoup parce que, dans le fond, si l'inflation prend 3, puis la banque prend 2, ça fait 5. Donc, si ton fonds a fait 5% de rendement, tu restes even. Tu fais pas d'argent. Non, c'est ça. Donc, puis là, je dis 5%. Ça pourrait être. Moi, je pensais que j'étais fin finaux, là, avec le placement, peut-être pas tant que ça, finalement. Bien, c'est qu'en fait, parce que je dis 5%, parce que les gens aussi, des fois, vont dire, comme moi, quand j'ai commencé à investir, la personne qui m'a vendu les placements, quand j'étais super jeune, je le compte, j'en parle dans mon livre, mais c'était pas des grosses sommes, là, mais j'ai dit, moi, là, je veux rien perdre. Je veux pas perdre aucun risque. Hey, c'est de l'argent. J'ai travaillé avec cet argent-là. No way que je vais ouvrir mon compte puis je vais voir que ça a baissé. Voyons donc, je veux pas faire ça. Là. Tant qu'à le dépenser, je vais en avoir du fun avec. T'sais, j'avais vraiment pas la même mentalité. Puis au lieu qu'il m'oriente vers, qu'il m'explique puis qu'il m'éduque, ben, il m'a mis dans un fonds hyper conservateur, mais avec des rendements qui battaient même pas l'inflation. Donc, lui, il avait la paix parce que moi, je paniquais pas. Mais je faisais à peu près pas de rendement, puis il prenait des gros frais. Donc, bref, c'était pas un beau portrait. Mais donc, c'est ça. Pour commencer, je dirais à les gens d'aller vers Wealthsimple, puis justement d'investir dans un fonds. T'sais, si vous êtes dans la vingtaine, vous devriez avoir quelque chose comme 80% actions, 20% obligations, avec... en sachant très bien que vous allez avoir des chutes de 30%. Là, peut-être pas demain matin, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Puis ça, c'est comme... Quand il y a une chute, les gens viennent me voir, hey, ça a tombé. Comme l'année passée, je pense que ça a tombé de 20%. Les gens venaient me voir, tu sais, puis c'est quoi? Ça marche plus? C'est quoi? Je me dis, ben non, c'est comme une tempête de neige au mois de janvier. Je veux dire, on ne devrait pas être surpris de ça, tu sais, mais c'est quand on commence, c'est surprenant, puis ça fait mal. C'est ça que c'est quand même bien, parce que quand on est jeune, les montants ne sont pas gros, donc on peut se familiariser avec les marchés. Tu sais, si les jeunes... à 50 ans ou 60 ans, ils vendent leur compagnie, puis là, ils se mettent à investir. Là, ils vont avoir une difficulté parce que ça peut bouger de centaines de milliers de dollars avec des gros montants, tu sais. Mais quand on est jeune, on commence, tu sais. Une autre façon d'investir, ça peut être aussi d'ouvrir un compte de courtage avec soit Desjardins ou les banques. Donc, juste à googler compte de courtage puis le nom de votre banque, vous allez arriver sur le formulaire à remplir, tout ça. Le compte de courtage, c'est juste en le fond, c'est une plateforme pour transiger à la bourse. Toutes les institutions financières en ont. Puis là, vous n'avez pas d'accompagnement ou quoi que ce soit, mais vous pouvez aller acheter des fonds négociés en bourse dont je parlais tantôt, juste à googler, tu sais, fonds tout en un. Puis les compagnies qui les vendent, les plus grosses au Canada, c'est Vanguard, BMO et BlackRock. Donc, si vous allez voir un peu les offres, OK, bien, chaque fonds a un nom. Comme celui chez Vanguard, c'est VGRO, V-G-R-O. Celui chez BlackRock, c'est XGRO, X-G-R-O. Donc, si vous googlez XGRO ou VGRO, vous allez voir le fonds qui vous est proposé. Et dans le fond, c'est juste de rentrer ces lettres-là dans
la page là, qui vous permet de transiger. Puis là, vous achetez vos actions. Là, en fond, au lieu d'acheter une action d'une compagnie, vous achetez un fonds. Là, vous n'avez pas de frais qui est pris, à part le frais du FNB en question, mais les FNB sont réputés pour avoir des frais extrêmement bas. Donc, au lieu de payer 2 vous allez peut-être payer 0,2 Donc là, sur le long terme, il y a une coupe de Mercedes là, puis de Audi là-dedans là, qui va vous rester dans votre compte plutôt qu'aller dans le compte de la personne qui vous vend les fonds. T'sais. Parce qu'on dirait que de transiger, moi, puis là, c'est quand même un genre de... un saut, là, tu sais, commencer à faire ça. Puis moi, on dirait que transiger par une application externe à ma banque, on dirait que ça me fait peur. Ben c'est sûr que c'est... On dirait que ça serait vraiment plus simple si je pouvais être sur accéder, là, puis juste comme dire, OK, ça, c'est un autre compte qui est là, puis le tracker à partir de là. Ben, tu peux faire ça. Desjardins, ils ont leur plateforme, ça s'appelle Disnat, là. Puis là, dans le fond, quand tu vas loguer, tu vas voir ta page de compte, tu vas avoir une ligne, tes placements, tu sais. Ouais. Dans le fond, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste que tu achètes le FNB toi-même. Puis il y a vraiment beaucoup de fournisseurs de FNB avec comme je disais, des niveaux de risque différents. Et puis donc un rendement espéré différent aussi. Tu sais, plus c'est conservateur, moins tu vas perdre d'argent, mais moins tu vas en faire à long terme. Et puis c'est ça. Il y a des gens il y a des gens des fois qui m'écrivent « OK, tu parles du S&P 500. » Ça, c'est dans le fond, c'est la bourse américaine qui a très, très bien fait depuis, historiquement très bien fait, mais surtout depuis 10 ans. Et les gens me disent, mais pourquoi je ne mets pas tout là-dedans d'abord, tu sais? Et puis, dans le fond, c'est que ce qui est plus intéressant avec les fonds dont je parle, c'est qu'il y a une diversification internationale. Donc, tu sais, le fonds VGRO de Vanguard Growth Fund, tu as à peu près 12 ou 13 000 compagnies là-dedans. Donc, dans à peu près 40 pays. Donc finalement, une décennie, les États-Unis peuvent super bien faire, comme ça vient de se passer, mais il n'est pas dit que ça va être la même histoire pour les 10 prochaines années. Donc, tu sais, quand tu es diversifié dans ton portefeuille, il y a toujours des choses qui vont moins bien faire, des choses qui vont mieux faire. Donc, c'est un petit peu ça l'idée que les gens, il faut qu'ils pensent, parce que les gens m'écrivent « Ah, le S&P 500, c'est malade. » Oui, c'est malade, mais ils viennent de faire la meilleure décennie de l'histoire, tu sais. Ça va peut-être pas se répéter. Puis 2, c'est ça, donc tu cours après... ça s'appelle du performance chasing. Là, tu cours après ce qui était hot, qui ne veut pas dire que ça va être hot nécessairement demain matin encore. Tu sais. Donc ça fait partie un peu des choses à garder en tête. Mais oui, tu peux facilement avec ta banque. Moi, j'étais avec ma banque aussi. J'achète mes fonds. Moi, ça me prend... Investir, là, ça me prend... mon Dieu, ça va me prendre 20 minutes par année. Tu sais, j'ouvre mes affaires au mois de janvier. Je mets le REE, là, le régime épargne études de mon garçon. Je mets ça au mois de janvier, j'achète mes fonds, je ferme ça, on se revoit dans un an. C'est très, très simple. Puis j'explique dans mon livre justement un peu comment mécaniquement faire ça. Là. Mais c'est ça. Puis en plus, petite blague pour mon livre, il est disponible à la bibliothèque. Donc si les gens veulent... ne pas l'acheter. Si tu ne peux pas l'acheter, regarde, si je suis correct avec ça, vous pouvez, même en format électronique. Moi, j'ai le PDF, je peux vous l'envoyer. Mais c'est ça. Donc, tu sais... C'est assez simple, dans le fond, puis pas nécessaire là, vraiment d'être une personne passionnée par ça, pour comprendre la base, puis le mettre en place, puis une fois que justement que vous avez votre Wealthsimple ou quoi que ce soit, une fois que c'est pilote automatique, vous avez juste à juste vivre votre vie, puis pas à penser à ça. Là. Parce que, tu sais, on parle depuis tantôt de long terme, puis de super long terme, tu sais. Puis moi, on dirait que tu te dis, OK, là, mettons, tu download Wealthsimple, puis là, c'est une application qui n'existait pas, il y a 10 ans, là, tu sais, qui, là, on sait même pas la technologie va être où dans 20, 30 ans. Fait que, on dirait que c'est comme anxiogène de faire, OK, je vais investir mon argent à travers de quoi qui pourrait fermer, tu sais, je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Donc, le plus gros actionnaire de Wealthsimple, c'est Power Corp qui possédait la presse avant, puis tout ça, c'est une grosse firme financière canadienne, c'est des entreprises qui sont vraiment auditées, c'est des entreprises sérieuses. Là. C'est pas comme investir en crypto que justement, il y a des applications qui ont disparu puis tu as juste perdu ton argent. Là. Ouais, ou ta clé est sur un disque dur qui est au dépotoir, puis là, il faut que tu ailles le trouver, que tu as acheté en 2012. Puis, mais c'est ça. Donc, la crypto, c'est ça, on n'a pas vraiment parlé, mais c'est ça. Écoute, si tu veux avoir du play money puis faire ça, ben, c'est correct. Là, mais c'est juste que
Pour toi, c'est ça, la crypto. C'est plus quelque chose que si tu veux t'amuser, puis c'est comme du gambling un peu, puis pour toi, c'est quelque chose que tu fais pour le fun, mais c'est pas quelque chose que tu fais pour avoir une retraite assurée, maintenant. Exact. Peut-être qu'il y en a qui vont sauter en entendant ça, puis c'est correct, là, mais puis, tu sais, la crypto a très bien fait récemment, mais ça peut avoir l'air de la même chose, parce que dans le fond, c'est quoi la bourse, puis les placements? C'est une ligne de texte sur un écran, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais dans la vraie vie, c'est bien plus qu'une ligne de chiffres puis de texte sur un écran. Dans la vraie vie, tu es légalement propriétaire d'une entreprise. Tu es copropriétaire d'une entreprise. C'est pas des jokes. Là. Tu peux voter pour savoir ça va être qui le directeur du conseil d'administration. Si tu t'intéresses à ça, tu peux faire ça. Sinon, mais moi, je reçois dans la poste à chaque année. Veux-tu voter pour telle affaire? T'sais, il y a des protections des investisseurs, des propriétaires d'entreprises, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, tu possèdes des entreprises qui produisent des objets que les gens achètent ou des services ou tout ce que tu veux. La crypto, c'est plus, dans le fond, tu te prends pour acquis que ça va augmenter de valeur, sur le long terme. C'est un peu ça, la game, là. Mm-hmm. Puis tu vas être le plus tôt possible dans la game, puis tout ça. Bon, fine, j'ai pas d'opinion, pour ou contre, autre que, faites attention, c'est pas une espèce de formule magique qui va enrichir tout le monde. Mais moi, personnellement, j'ai plus tendance à y aller avec quelque chose qui est plus sûr et qui est plus conservateur à long terme, juste des entreprises qui existent. Les gens achètent des produits Apple. Mm-hmm. Je pense qu'ils vont encore en acheter dans 5 ans. Les services, Microsoft, leur chiffre d'affaires, il fait juste augmenter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plus tangible pour moi, même si les gens ont tendance à dire la bourse, c'est pas tangible, mais dans la vraie vie, les gens dépensent, puis cet argent-là va quelque part. Ouais. Donc, puis justement, aussi, toujours choisir le prochain... la prochaine super compagnie, c'est là que moi je décroche parce que oui, tu peux le faire une fois ou deux, peut-être pas, peut-être tu vas te planter, peut-être. Fait que... Mais les fonds, dans un sens, c'est quasiment trop facile. C'est quasiment de la triche dans un sens parce que les bonnes compagnies rentrent dedans, oui. Ceux qui performent moins sortent, puis tu fais ça automatiquement. C'est auto-nettoyant, en fait. Fait que, tu sais, dans le fond, tu investis juste dans les compagnies qui fonctionnent le mieux, puis s'il y en a une qui se met à plus fonctionner et est éjectée. Par ce fonds-là, c'est auto-nettoyant. Mm-hmm. Donc, une compagnie comme Tesla peut rejoindre le fonds. Ça, c'est un vrai exemple. Là. Durant la pandémie, Harley-Davidson a sorti du S&P 500 parce que les ventes ont diminué et tout, donc elle ne se qualifiait plus pour être dans les 500 plus grandes compagnies. Puis Tesla a rejoint le S&P 500 parce que les ventes augmentaient et tout ça. Donc, c'est un fonds qui est un peu auto-nettoyant. L'image est quand même forte, pareil, la Tesla. La Tesla puis la Harley, là. Ça, c'était le millénial puis le boomer. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est un... En fait, tu sais, quand les fonds négociés en bourse ont été inventés aux États-Unis, les gens riaient de ça parce qu'ils trouvaient que c'était pas... Dans le fond, c'est qu'ils disaient, pourquoi tu veux être average? C'est pourquoi tu veux avoir la moyenne? Parce que, dans le fond, la game, c'est d'être en haut de la moyenne. Mais ce que les gens perdent de vue, c'est qu'avec les intérêts composés, juste faire la moyenne, puis de 9, 10, 11% pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas battre 99% du monde. Juste avec la moyenne. Tu sais, la moyenne, ça a l'air plate à dire. Mm-hmm. Mais les gens qui peuvent battre la moyenne, ils peuvent le faire souvent sur 1 an ou 2, puis c'est pas répété. Puis 2, oui, à chaque année, il y a des gens qui battent la moyenne, mais c'est pas les mêmes personnes. Mm-hmm. Donc, il faudrait que tu choisisses la bonne personne au bon moment, puis là, tu sortes, puis tu ailles avec l'autre personne. Je veux dire, on se rend compte que c'est un jeu de fou, là. Mm-hmm. Donc, juste avoir la moyenne, ben ça te met dans un petit groupe d'élite, dans le fond. Des gens qui ont un peu compris comment fonctionne le système, tu sais. Mm-hmm. Puis je reviens au côté pratico-pratique du comment faire ça, là, tu sais. Fait que là, tu disais sur ton mettons, avec ta banque, tu pourrais avoir là, une plateforme de courtage pour acheter des actions. Mais mettons, les programmes comme REER, CELI, tout ça, là, les programmes gouvernementaux, finalement, qui est pour avoir des manières d'avoir de l'argent à l'abri de l'impôt pour la retraite, tout ça. Tu peux-tu avoir ces avantages-là, mais en investissant dans la bourse? Exactement. Donc, quand tu vas ouvrir ton compte de courtage avec ta banque ou avec Desjardins, là, ils vont dire, OK, quel genre de compte tu veux ouvrir? Est-ce que tu veux ouvrir un compte REER, un compte CELI, CELIAP,
un compte non enregistré. Ça veut dire non enregistré, c'est juste des placements qui ne sont pas à l'abri de l'impôt dans un REER ou dans un CELI. Dans le fond, un REER et un CELI, c'est comme des boîtes. T'sais. Puis ce que tu peux mettre, tu peux mettre plein de choses dans la boîte. Tu peux mettre des actions d'Apple dans la boîte, tu peux mettre des FNB dans la boîte. C'est juste un abri, dans le fond, au niveau du gouvernement. Puis on est limité dans ce qu'on peut mettre. Mais dans le cas du CELI, c'est cumulatif à partir de l'âge de 18 ans. Là, je pense que c'est rendu à 6 000 $ par année. J'ai comme un blanc, là, mais en tout cas, ça augmente à tous les 2-3 ans pour suivre l'inflation. Je pense que c'est peut-être un peu plus. Mais, bref, mais donc, oui, quand tu t'ouvres, comme moi, quand je vois ma page de ma banque, j'ai mes comptes, carte de crédit, puis en dessous, j'ai mes investissements. Donc, REER, CELI, régime épargne-études pour mon garçon. Donc, j'ai toutes c'est des lignes différentes, c'est des boîtes différentes. Puis dans ces boîtes-là, je mets des fonds négociés en bourse. Donc, je vais payer de l'impôt lorsque je vais, dans le cas du REER, lorsque je sortirai les sommes. Là. Dans le cas du CELI, l'impôt, il n'y a pas d'impôt à payer sur la croissance. Puis justement, le CELI, c'est là-dedans qu'on a intérêt à mettre des placements boursiers parce que les placements boursiers ont énormément de chances en fait, c'est eux qui ont le plus de chances de croître à long terme. Puis c'est ça que tu veux. Tu sais, des fois, des gens, ils mettent des certificats de placement garantis dans leur CELI, mais c'est un peu ridicule, tu sais, parce que l'avantage du CELI, c'est sur la croissance à long terme. Ouais. Donc, tu veux mettre, tu sais, ce qui a le plus de chances de prendre de la valeur. Donc, justement, des fonds d'action, ben, c'est là que ça va. Puis dans 5, 10 ans, 15 ans. Tu sais, une personne qui prendrait sa retraite avec son CELI, là, c'est le meilleur hack que tu peux imaginer parce que tout ce qui sort du CELI est invisible aux yeux du gouvernement. Donc, tu es archi pauvre aux yeux du gouvernement. Donc, si une personne qui est à sa retraite avec son CELI, elle va avoir droit aux pleines rentes du Québec puis d'Ottawa parce que cette personne-là, elle est pratiquement dans la rue, tu sais. Mais elle peut dans le fond, cette personne-là peut être millionnaire en CELI, tu sais. Admettons qu'on met les chiffres là-dessus. Mettons que tu as, à 65 ans, 1 million dans ton CELI. Mettons que tu fais 9% de rendement par année. Fait que tu fais 90 000 par année que tu peux sortir. Cet argent-là, il est comme... Tu n'as pas d'impôt à payer dessus. C'est ça. Puis tu as tous les avantages de quelqu'un qui fait 0 par année. $0, exact. Puis justement, là, le décaissement dont tu parles, ben, en fait, la formule qui est pas mal la plus populaire actuellement, c'est de prendre 4%. 4% de tes placements pour en vivre. Puis ça, ben, c'est parce que si tu prends tout le 9% tout le temps par année, ben, t'en fais pas plus. T'en fais pas plus, puis éventuellement, tu vas en vider, puis tu as l'inflation aussi là-dedans. Ouais. Donc, quand tu prends 4%, disons que tu as ton 1 million, ben, si tu sors 40 000, selon les études qui ont été faites, tu peux... Ton argent va durer 30 ans et plus. Tu sais. Okay. Donc, c'est ça un peu un taux. Puis là, bon, c'est sûr, plus tu vieillis, plus tu peux en prendre un petit peu plus. C'est sûr que le 4%, il est conservateur. Là. Puis dans la vraie vie, les gens retraités, en guillemets, ils peuvent, disons, si on a un gros crash boursier, ben, ils peuvent choisir de peut-être moins en prendre cette année-là pour moins aller en voyage. Puis ils peuvent jouer un peu avec ça. Ça fait augmenter tes chances, mais bref, c'est ça, les gens retraités ou même les jeunes retraités, c'est le chiffre qu'ils ont en tête, c'est 4% des actifs. Donc, 4% des actifs. Dans le fond, ce que tu fais, c'est 25% de tes dépenses annuelles. Quand tu as ça en actif, ben, tu peux en vivre. C'est un peu ça le calcul. Puis, les placements boursiers ben, ont des avantages au niveau de l'impôt. Justement, le REER, ça, dans le fond, c'est que tu repousses le moment où tu payes de l'impôt. Donc, si tu as un gros REER, tu peux prendre une année sabbatique puis vivre avec l'argent que tu as dans ton REER, tu sais, parce que cette année-là, tu peux le décaisser puis ton taux d'imposition, il va avoir baissé. Tu vas payer comme mettons que tu retires l'équivalent de ce que tu fais d'habitude, tu vas payer autant d'impôts d'habitude. Exact, tu ne vas pas te monter de braquette. Le CELI aussi, j'entends souvent des gens dire « Ah, je m'en vais dans le sud, je prends l'argent de mon CELI, tout ça. » Ça me fait toujours sauter un peu parce que le CELI, c'est comme une Ferrari, là. Il faut le shiner puis en prendre soin, là, parce que il donne son meilleur rendement à très, très long terme. Donc, si tu sors de l'argent, comme un peu un compte chèque, tu le remplis, tu le sors, tout ça, tu tires un peu dans le pied du phénomène des intérêts composés. Donc, tu empêches ton argent de multiplier. Puis, c'est pour ça que je dis le CELI, dans un monde idéal, quand tu es en phase d'accumulation, c'est-à-dire quand tu travailles activement, tu devrais plus penser en termes de le remplir plutôt qu'à les piger dedans. Puis si tu veux faire un voyage, ben, épargne à côté puis va en voyage à côté. Parce que le CELI, c'est un petit peu... Tu ne devrais pas vraiment toucher à ça parce que
ses avantages, c'est justement sur le long terme. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, le long terme, tu sais, faire juste une parenthèse aussi, il y a une phrase que j'avais lue, c'est que dans le fond, le long terme, c'est quoi? C'est juste une série de court terme mis bout à bout, tu sais. Ouais. Donc, dans le fond, on aimerait ça être un maître zen sur la montagne. Ah, oui, moi, je suis à long terme, les placements, tu sais, c'est dans 25 ans, je regarde pas ça avant, tout ça. OK, oui, ça, c'est en théorie, mais en pratique, quand tu regardes tes placements, tu vois que ça a baissé, mais ça, c'est le court terme, tu peux pas l'éviter, à moins de vivre dans une grotte et de jamais regarder tes placements, là, ce que je recommande fortement. Mais bref, des gens qui sont pas capables... C'est sûr que si à un moment donné, il arrive un imprévu, puis tu as besoin de cet argent-là, puis là, tu es dans le creux d'un drop, d'une vague, exact. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. C'est pour ça que je dis aux gens, ayez des obligations sur le on the side, sur le côté. Ou si vous avez... Les gens, une question que j'ai aussi beaucoup, c'est « Ah, je vais peut-être m'acheter une maison dans 5 ans. Est-ce que j'investis mon argent? » Parce que d'ici 5 ans. La réponse, c'est non, investis-le pas, en fait, à la bourse, parce que 5 ans, c'est assez court terme, en fait. Okay. Les chances sont en ta faveur. Au niveau, je pense que c'est 8 fois sur 10, là, la bourse est en hausse après 5 ans, mais ça serait plate que ça soit dans le 2 fois où la bourse n'est pas en hausse. Puis là, c'est là que tu as besoin de retirer. Donc, ce que tu peux faire, il y a des FNB qui sont, celui auquel je pense, l'acronyme, c'est CASH, C-A-S-H. Et c'est des FNB qui te donnent un rendement mensuel sur ton placement. Puis ça tourne autour de 5 actuellement parce que les taux ont monté. Mais ça va fluctuer. S'ils baissent les taux, ton rendement va baisser, là. Mais dans le fond, ça, c'est une façon de, disons, mettre de l'argent de côté pour à moyen terme. Tu sais. Et donc, ou sinon, il y a des comptes à intérêt élevé. Là, j'ai pas trop exploré, mais il y a des banques tangerines de ce monde. Là. Souvent, ils ont des offres là, sur place, tant d'argent pour tant de temps. Donc ça peut être quelque chose pour 5 ans et moins. Mais la bourse, il faut vraiment... Il faut plus penser en décennies qu'en années. Vous allez avoir des bonnes années, vous allez avoir des mauvaises années. Moi, ça ne m'affecte pas. Je veux dire, j'ai pas de réaction face à ça. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est bâti avec le long terme. Mais plus vous allez vous familiariser avec la mécanique ou le marché respire. Il monte, il baisse, il monte, il baisse. Mais sur 10 ans, tu te retournes puis tu vois le chemin que tu as parcouru. Donc, c'est plus là-dedans qu'il faut penser à ça. C'est comme plus je sais pas trop, une hygiène de vie ou une façon de juste dire, regarde, mon salaire m'enrichit en même temps, en parallèle à ce que moi, mes dépenses de tous les jours, ben, mon salaire aussi, il se met à travailler. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, plutôt que comme une espèce de plat de bonbons qu'on peut piger dedans tout le temps. Là, parce que là, tu te tires dans le pied un peu à ce moment-là, justement, parce que tu empêches le phénomène de multiplication de fonctionner. Là. Fait que quelqu'un, mettons, qui aurait 2 objectifs, 1, épargner pour sa retraite, puis 2, mettons, d'ici 5 ans, acheter une propriété, devrait faire 2 comptes différents. Oui. Mettons, son CELI pour sa retraite, puis une autre affaire pour sa maison, qui est plus sûr, qui fluctue moins. Exact. Pour son horizon de 5 ans. Exact. Encore une fois, parce que c'est ça. Sur 5 ans, c'est un peu un coup d'épée dans... Je sais pas là, si le marché va être en hausse ou en baisse. C'est probablement qu'il va être en hausse, mais personne ne peut vraiment le dire puis s'assurer. Ou même chose avec tu veux t'acheter une voiture dans 3 ou 4 ans où tu sais que tu as une grosse dépense qui s'en vient. Tu mets de l'argent de côté puis tu vas avoir un avantage. Là, tu vas pouvoir le payer cash. Tu n'auras pas de stress. Tu n'auras pas de dette. Tu vas pouvoir lire le journal. Tu vas pouvoir voir les taux d'intérêt. Tu vas pouvoir voir tout le monde capoter, mais toi, tu vas être crampé parce que tu ne seras pas soumis à ça, tu sais. Mais il y a quand même des meilleures options qu'un compte chèque, j'imagine. Fait que c'est des obligations, finalement, ou c'est un compte épargne? Les obligations, compte épargne à intérêt élevé, mais là, il faut voir, là, parce que pendant des années, intérêt élevé, c'était comme 0,3 là, tu sais. Mais là, ça a monté là, avec la hausse des taux. Justement, les FNB qui te permettent d'avoir un rendement, puis c'est liquide, dans le sens que tu peux le vendre demain matin. Là. Ça peut être un avantage aussi. Une personne qui veut mettre de l'argent de côté pour un imprévu, ben là, tu veux pouvoir le vendre facilement. Là, donc, ça peut être un avenue. Là. Puis plus tôt dans le podcast, on parlait de avoir des fonds, avoir de l'argent de côté justement pour être capable de payer quelque chose cash s'il arrive quelque chose, plutôt que de devoir emprunter, avoir une marge. Mais est-ce que c'est toujours la meilleure option? Parce que, mettons, je te donne un exemple. Moi, je commence à checker pour l'achat d'une première propriété, mettons. Puis là, j'étais comme... Moi, dans ma vingtaine,
Je n'ai toujours mis, tu sais, je suis très autonome, je l'ai toujours mis de côté. Puis là, je suis comme, bon, mais crime, 12 ans plus tard, quand même un bon petit moton de côté, là, tu sais, que j'ai mis année après année, tu sais. Puis là, je pourrais, moi, mettons, mettre dans les prix que je regarde plus que 20%, mettons, de mise de fonds sur une propriété. Mais est-ce que c'est nécessairement une bonne idée ou t'es mieux de placer cet argent-là puis il va faire plus d'argent en action que ce que tu sauves d'intérêt de mettre plus? Comment est-ce que je veux dire? Oui, super bonne question. Dans le fond, tout dépend du taux d'intérêt. Ouais. Okay? C'est sûr que quand les taux étaient à 2%, ben là, on disait au monde, mettez-en pas beaucoup sur votre maison parce que les rendements espérés à la bourse, mettons qu'on les met autour de 7%, on se donne un peu de marge de manœuvre et tout. La bourse est plus intéressante. Maintenant, si les taux d'intérêt s'approchent de ce que le rendement boursier peut te donner, ben là, ça devient un peu plus 50-50. C'est un peu selon toi, est-ce que tu es plus confortable de diminuer ta dette? Ça peut être une bonne idée. Une dette, c'est un risque. Il y a des gens qui l'apprennent à la dure là, ces temps-ci. Des gens qui renégocient leur hypothèque dans 1 an ou dans 2 ans. Avec les taux, les nouveaux taux qui se passent de 2 à 5, là, le budget va en prendre un coup. Donc, ça peut valoir la peine, mais historiquement, les marchés financiers ont donné de meilleurs rendements que l'immobilier résidentiel. Peu de gens savent ça. Les gens aiment ça, dire « Ah, au moins, je peux y toucher, c'est du concret. » C'est très, très rassurant. Okay. Mais... Tu te recommandes plus d'acheter des actions que d'acheter un immeuble, mettons? Bien, il faut voir les chiffres. C'est sûr qu'au Québec, les loyers sont très bas. Excuse-moi, ils ont beaucoup augmenté. Là, je ne vais pas faire l'autruche. Mais historiquement, comparé avec ce qu'il y a aux États-Unis, les loyers sont quand même assez bas. Donc, la personne qui achète un immeuble, il faut qu'elle calcule ses loyers, puis il faut qu'elle arrive comme une entreprise, il faut qu'elle fasse plus de profit que de dépenses. Là. Donc, tu sais, il y a des gens qui le font très bien. Là. Moi, j'ai vraiment pas la bosse de l'immobilier, mais c'est une façon très, très correcte. Je sais que dans un marché comme Montréal, où les prix ont tellement monté, les triplex, ces choses-là, c'est peut-être rendu difficile de dégager un profit une fois que tu as pensé à toutes les dépenses. Là. Moi, en tout cas, quand je regarde les chiffres, je ne sais pas comment le monde fait, là, à moins de miser sur l'appréciation de la bâtisse, là, mais la bâtisse, tu sais, ça souvent, en tout cas, en finance, l'appréciation de la bâtisse, ça devrait être la cerise sur le sundae. Tu sais, ça devrait être « Hey, ma bâtisse a pris de la valeur, fine, super le fun », tu sais, mais ça ne devrait pas être ton focus principal, parce que, tu sais, il y a eu des périodes dans l'histoire où les bâtisses ne se sont pas appréciées pendant 5, 10, 15 ans, tu sais. Faut que tu sois prêt à vivre avec ça aussi, là. Mais c'est ça. Donc, moi, je te dirais, par rapport à ça, regarde le taux que tu payes, puis ce que tu penses faire dans les marchés boursiers. Puis, il y a des firmes qui ont fait des tableaux, là. Donc, tu peux comparer ton rendement espéré, puis la durée. En tout cas, tu vas un peu sur Google. Il y a comme justement Wealthsimple en a fait un, puis j'en ai parlé dans un article il y a quelques mois, mais une grille un peu pour comparer. Mais encore là, c'est du super long terme parce que tu peux jamais savoir ce que la bourse va faire dans 1 an, dans 5 ans même. C'est illusoire de penser que tu peux le prévoir. Donc, faut le voir comme ça. Là. OK. Très intéressant. Vraiment. Je vais aller... Downloader Wealthsimple. Ouais, de ce pas. Merci beaucoup. Merci ton temps. Ouais. C'était super éclairant. Puis je suis sûr que ça va... en tout cas, il y a plusieurs affaires que tu as dit qui m'ont marqué beaucoup puis qui vont rester dans ma tête un bon moment. Ben merci. Merci de vos questions. C'était super intéressant. Grand plaisir. Merci.